Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette troisième émission annuelle de l'équipe e-sport. Partenaire de cette émission aujourd'hui, le CIC, comme depuis le début de l'année. On les remercie de nous accompagner sur cette année 2025, avec un thème aujourd'hui qu'on a, je crois, jamais abordé, ce qui est rare, parce qu'en général, on nous reproche d'être très récurrent dans cette émission. Quelle est la place accordée par les éditeurs à l'e-sport. Et aujourd'hui, on a 4 invités. Un qui est assez connu, qui est à ma gauche. Pour le coup, lui, il est récurrent, on peut le dire. C'est la deuxième fois qu'il est là cette année dans cette émission. C'est Drijoka. Salut Drijo. Alors aujourd'hui, étiquette différente de la dernière fois et de la fois d'avant. Tu as changé de crèmerie. Changé de crèmerie. Tu es désormais directeur commercial chez Joblife. Comment ça va, Drijo ? Bah écoute, ça va très bien chez Joblife. On aurait voulu se qualifier sur Valo, mais on n'a pas réussi, donc c'est un peu triste. Mais on va repartir de plus belle et puis l'année 2026 sera super. Voilà. Très bien. Content d'être ici, de revenir. Écoute, je sais que c'est une émission qui te tient à cœur. Je suis ravi, on m'a pris un bon hôtel. Voilà. Le train n'était pas ouf, mais je me plaindrai à Gozulting. Mais non, c'est très bien, comme à chaque fois, pas de souci. Bon, très bien. À côté de toi, un nouveau, il y a 3 nouveaux ce soir. Marceau, Lambert, Placido, directeur général de Gentlemate. Ça, pour le coup, c'est un nom qu'on connaît. Comment ça va ? Bienvenue à toi. Mais merci pour l'invitation, ça va très bien. Et je suis ravi d'être là pour débattre de sujets passionnants. Connaisseur de l'émission, tu regardais, tu suivais un petit peu ? Absolument, je suivais mes pairs. Bon, très bien. Et à ma droite, pareil, Alors, Roby, c'est un peu particulier parce que tu avais participé à l'émission sans être là en direct, puisqu'on t'avait eu à distance pour une interview qu'on avait diffusée pendant l'émission. Roby Dweck, donc CEO, patron de Blast, de l'organisateur de tournois Blast, derrière les circuits Blast sur Counter-Strike notamment, derrière les compétitions sur Rainbow Six, sur Fortnite, sur Rocket League, j'en oublie sans doute. C'est pas grave. Bienvenue. Je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir fait le déplacement. On nous a demandé si on allait faire l'émission en anglais, mais tu es parfaitement francophone. Non, ça va. Je vais essayer de faire en français. Donc, excusez-moi pour les fautes si ça arrive, mais bon, voilà. Bon, je pense que pour discuter, ça va aller. Même très rodé et très bon pour parler de tout ça, qui est un sujet que tu connais, que tu maîtrises très bien. Et à ta gauche, François-Xavier Deniel, le directeur de l'e-sport chez Ubisoft, c'est bien ça ? Exactement. Pareil, petit nouveau dans cette émission que tu connaissais. Le sujet est rodé et calé pour toi un petit peu aujourd'hui. Non, super intéressant et toujours un sujet où on pourrait poser une seule question et y passer 2 heures. Oui. Donc non, toujours intéressant et voir le point de vue des éditeurs qui est la place dans l'e-sport et notre perception des choses. On va parler d'Ubisoft, mais on ne va pas que parler d'Ubisoft, évidemment, aujourd'hui. Mais je pense que pour lancer cette émission, donc comme je l'ai dit, on va parler de la place accordée à l'e-sport par les éditeurs. Moi, j'avais une autre approche qui était, est-ce que les éditeurs en ont quelque chose à faire de l'e-sport qui est un peu plus provocatrice. En fait, c'est pas facile de répondre à ces questions. Il y a un milliard de réponses possibles. Ça dépend des éditeurs, ça dépend des jeux, évidemment. On a vu, selon les éditeurs, selon les jeux, des attitudes très différentes, bien évidemment. Pour citer que Riot Games, qui est un éditeur qui va énormément dans l'e-sport. Si on prend l'extrême inverse, Nintendo. Et comme je disais, la première question est pour toi, elle est très large, mais comment est-ce qu'on considère l'e-sport globalement chez Ubisoft ? Est-ce que c'est un pan très important de la stratégie globalement à l'intérieur ? Alors, c'est une très bonne question. C'est une stratégie qui évolue tout le temps. Faut être très conscient de ça. De par le fait, déjà, si je prends l'ADN d'Ubisoft, on est d'abord une entreprise avec un portfolio qui est très différent. Donc on va pas... Tu prends l'exemple de Riot Games, où grosso modo tous leurs jeux sont e-sport friendly dès le départ et ont cette velléité-là. C'est pas le cas des jeux Ubisoft, loin de là. Mais pour autant, c'est de plus en plus devenu... Moi, ça fait 10 ans que je fais ça chez Ubisoft. J'ai monté le département il y a 10 ans. Qui évolue et qui prend une place... on ne va pas dire de plus en plus centrale, mais de plus en plus pertinente et qui va être de plus en plus naturelle pour Ubisoft dans sa stratégie. Par le fait que le portfolio se diversifie dans les jeux multiplayer, donc tu as de plus en plus de possibilités d'en faire. Et aussi parce que je pense que pour un éditeur, on a de plus en plus une place qui est plus claire
et on va longuement en parler dans l'écosystème, la place qu'on nous donne, la place qu'on veut prendre, et c'est vrai qu'elle est très différente entre les éditeurs. Ouais. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus, c'est quelque chose où on discute énormément entre les éditeurs dessus. Il n'y a pas de compétition entre nous, donc on se voit beaucoup, on partage beaucoup. Mais ça devient de plus en plus cohérent avec ce qu'on attend et comment on discute avec nos communautés, donc c'est super. Roby, vous bossez ensemble, parce que globalement, c'est Blast qui s'occupe en très grande partie, du coup, je suppose, des compétitions de Rainbow Six, notamment. Mais, comme on le disait, Blast gère d'autres éditeurs. Tu confirmes ce truc-là de... Vous avez, en fait, finalement, autant de métiers qu'il y a d'éditeurs différents à l'intérieur de... Ouais, c'est souvent la question que les gens ils me posent. Enfin, ils disent comment vous travaillez avec des éditeurs, et chaque éditeur, ils ont un modèle différent. Il se peut que finalement, enfin, le modèle qu'on a avec Ubisoft, c'est très bien parce que c'est la première fois que dans l'histoire de l'e-sport, on a créé ensemble de ce modèle. C'est une coproduction. On travaille main dans la main. Les deux équipes, ils sont vraiment soudés. Enfin, ils travaillent main dans la main. Ils se connaissent très, très bien. Et c'est une collaboration qui prend beaucoup de temps, mais qui date depuis 3 ans. Donc, ça prend du temps pour que les éditeurs et les tournaments organisateurs ont un moyen de vraiment trouver l'équilibre. Par contre, évidemment, les autres éditeurs, ils ont un différent modèle. Donc, tu as des modèles, tu as cité Riot, c'est un modèle qui est plus classique, white label, etc. Et tu as des modèles comme Epic qui est différent, qui fait de la production, et que voilà, on peut aborder ça en plus de détails. Après, tu vas me poser la question, c'est quoi le meilleur si tu veux y répondre, vas-y. Hein. Après, tu as le modèle de Valve, le modèle classique de Valve, où enfin, tu as un permis. Je dis pas que c'est le meilleur, mais bon. Non, mais moi, je le dis à ta place, il n'y a pas de problème. Ça dépend de ce que tu as derrière, enfin, les droits que tu as en tant qu'organisateur, comment tu peux les déployer, comment tu peux trouver les moyens de monétiser. Enfin, c'est un sujet que rentre beaucoup dans mon esprit. C'est souvent la question que les gens me posent, comment tu monétises cet écosystème? Et donc, chaque écosystème est différent. Valve, le meilleur, selon toi, Drijoka, qui a de l'expérience dans ce... Qui a de l'expérience dans ce milieu. Sur la blague, oui, je pense que c'est pas un des pires. Attends, pour en revenir à ta question, est-ce que les éditeurs en ont quelque chose à faire de l'e-sport? Je pense que oui. Déjà parce que le boulot des éditeurs sur les jeux dont on parle, qui sont souvent des jeux e-sport, qui sont souvent des jeux à service, c'est un des moyens, pas le seul. On pourrait parler de Fortnite qui s'en fout de l'e-sport, à mon avis, ou en tout cas qui s'en est foutu ces dernières années, on pourra y revenir. Revenons-y. Un des moyens d'allonger la durée de vie de ton jeu et puis de continuer à vendre tes skins, etc., c'est d'avoir une scène e-sport, d'avoir des stars, des gens qui s'entraînent sur ton jeu, d'avoir des scènes compétitives, une récurrence dans les saisons compétitives, etc. Donc je pense qu'il y a les éditeurs dont on parle, qui sont Riot, Ubi sur certains jeux, que peuvent être Fortnite, qui sont Valve, Dota, peut-être Blizzard s'ils arrivent à revenir sur le truc. Ils en ont quelque chose à faire dans le sens où, voilà, ce que j'ai dit, ça allonge la durée de vie de leur jeu. Ce qu'on aimerait des fois, c'est qu'ils en aient moins que quelque chose à faire, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je pense que les dernières histoires qu'on a vues sur Riot, sur la franchisation, sur je fais venir Los Ratones et finalement j'ai 2 équipes cassées en LEC, etc. Bon, là, on est typiquement face à un cas où on aurait eu envie que Riot en ait eu quelque chose un peu moins à faire et qu'il s'en mêle pas, quoi. Mais oui, est-ce que c'est un enjeu? Je pense que pour certains jeux, c'est fondamental, quoi. Sur Riot, l'e-sport, c'est en fait le cœur du truc. Je pense que chaque éditeur a vraiment une façon différente de gérer l'e-sport. Certains le voient comme une vitrine, et d'autres le voient comme un vrai sport où ça doit être incarné fortement, où ça doit être relayé, enfin où c'est puissant, quoi. Il y en a, c'est l'ADN même du jeu est par l'e-sport, ce que pour d'autres, ce sera juste un outil de marketing. Et je pense que selon la stratégie, ils adoptent des façons de gérer la compétition, gérer les équipes, la relation avec les équipes. C'est complètement différent, quoi. Ça, on le voit, Roby, quand on bosse avec plusieurs éditeurs, on revient un peu à cette question de diversité, on ne vous demande pas la même chose, et chez certains, il y a vraiment cette volonté de s'en servir comme un sport, comme une discipline à part entière, qui vit d'elle-même, et chez d'autres, il y a un lien tellement fort avec le jeu qu'on garde le jeu que ça ressemble presque plus à un outil marketing. C'est clair. Enfin, quand tu compares les différences de taille, les différentes équipes marketing, les différentes équipes e-sport dans chaque éditeur, tu vois l'importance ou tu vois la façon qu'ils ont envie de gérer le quotidien.
Et c'est marrant parce que certaines décisions que certains éditeurs prennent au sérieux, les autres, c'est pas aussi important. Et en fait, derrière, voilà, on voit ça au quotidien. Mais je n'ai pas encore trouvé le meilleur modèle. Enfin, Valve, oui, c'est vrai que monétisation, c'est bien parce que tu peux faire à peu près ce que tu as envie de faire avec l'écosystème. Tu vends et tu exploites les droits au maximum. Après, derrière, c'est un jeu de tir, donc c'est différent. Monétisation, c'est moins important. Le modèle qu'on a créé ensemble, vraiment, on a créé ensemble avec Ubi, c'est unique. Hein. Je ne vois pas d'autres modèles avec d'autres acteurs et d'autres éditeurs. Et ça fonctionne plutôt bien. Bon, certes, c'est comme un mariage, ça prend un peu de temps pour que les deux couples, pour le couple soit bien. Et voilà. Non, mais voilà. C'est intéressant parce qu'en fait, on a un peu testé. Alors, on n'a pas testé le modèle Valve. C'est intéressant ce que tu dis parce que le modèle Valve, il est intéressant, mais il est intéressant quand tu vois la jeunesse des jeux sur lesquels. On le sait tous, Valve, c'est des modes et ils sortent. Quand tu es un éditeur qui. Alors, on est marre des franglais, mais qui en a quelque chose de son IP ou qui veut. C'est très compliqué. Le modèle de Valve, tu le présenterais dire au management de n'importe quelle grosse boîte d'éditeurs. Ça n'a pas de sens de donner ses droits et dire faites ce que. Et puis ça t'amène tous les problèmes qu'on peut voir sur Counter-Strike de comment ton IP est utilisé. Donc, c'est assez unique avec une ADN d'il y a 20, 30 ans. Une ADN qui découle de Steam aussi. Exactement, et qui même Steam est déjà une façon c'est un business dans le jeu vidéo qui est déjà très à part. Tout est très à part. Donc, bravo, c'est super ce qu'ils font, et vraiment. Mais donc, nous, on a un peu testé tout. Pas le licensing model, comme on dit, de donner notre licence, mais on a essayé de faire quelque chose entre les deux. Bon, ça, Ubi, on aime bien tester les choses un peu différentes. Je pense que quand tu dis le white label et tout faire nous-mêmes, quand tu parles de Riot, ils aimeraient être moins... Il y a aussi une réalité du business, c'est qu'aujourd'hui, faire tout soi-même, ça coûte à un éditeur un pognon incroyable. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il est très intéressant que chacun retrouve sa place et trouve aussi son... au-delà de qui fait quoi. Non, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, le côté qu'a voulu Riot et puis qu'a voulu Blizzard aussi à une époque avec l'Overwatch League, c'est-à-dire d'effacer complètement les TO. C'est là où je pense qu'ils voulaient faire un sport. Tu vois, le rapport, est-ce que c'est un outil marketing, une discipline ? Pour moi, ça reste un outil marketing d'un jeu. À la fin, on n'est que là. Si le jeu va pas, l'e-sport va pas. Tu vois, c'est tout. C'est ça. Et du coup, à la fois, pour vous, par exemple, je suis d'accord, je pense que vous avez un modèle qui est vraiment top, où tout le monde s'y retrouve et il y a une certaine stabilité. Mais à la fois, pour continuer de grandir et passer à la vitesse supérieure, comment est-ce que vous faites aujourd'hui ? Je suppose que tu ne pourras pas tout révéler, mais comment est-ce que demain Rainbow Six eSport ou Rainbow Six tout court devient encore plus grand, continue de grandir, ou est-ce qu'il n'y a pas de souhait là où, tu vois, justement, je pense des éditeurs, peut-être comme Riot, vont toujours dans le plus, mais du coup, ça permet au jeu de continuer de grandir de façon exponentielle. En fait, c'est comment tu vois aussi la chose. Est-ce que tu augmentes d'abord le jeu pour augmenter l'e-sport ? Est-ce que tu te sers de l'e-sport pour augmenter le jeu ? C'est la question. C'est la grande question. En fait, il faut un peu casser les mythes aussi. C'est ton e-sport n'est pas pérenne si ton jeu n'est pas pérenne. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut être conscient. Si ta base de joueurs disparaît, tu peux... Ce qui est intéressant avec l'e-sport, c'est que tu vas souvent t'en rendre compte après coup. C'est-à-dire l'e-sport ne va pas être impacté le même jour que le jeu est impacté. Ça reste, et puis à un moment, tu te dis un an plus tard, même le jeu va mieux, mais pourquoi Parce que le temps que ça se reflète, ça prend du temps. Mais n'empêche que l'e-sport, c'est... Nous, on le considère comme ça chez Ubisoft, un des meilleurs outils de rétention dans ton jeu. Ce que tu disais, t'es la meilleure vitrine possible. C'est pas la fin en soi. Comme on dit toujours, tu fais pas un jeu pour les 200 meilleurs joueurs de Rainbow Six qui sont les meilleurs du monde. Non, sinon, tu discutes avec Alban tout le temps qui dit « Moi, il faut ça dans le jeu parce que mes joueurs de G2 m'ont demandé ça. » Oui, mais en fait, tu as 85 millions de personnes qui jouent à un autre jeu que les 200 autres. Donc, c'est la balance, ça a toujours à faire. Donc, c'est la meilleure vitrine, c'est un moment très positif autour de ton jeu, les compétitions. Mais c'est un des aspects d'un jeu compétitif. C'est de la rétention et c'est de l'engagement aussi. Parce que les gens qui regardent l'e-sport vont plus acheter, plus interagir, et forcément, ça va créer plus d'engouement autour du jeu en général. Donc je pense que il y a quand même une vraie dimension à pas prendre, pas oublier, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, il y a deux choses que je relève, c'est le meilleur outil de rétention et le chacun à sa place, tu vois. Ça, c'est très aligné avec ce que je pense.
Et je pense qu'une des problématiques qu'on a actuellement dans l'e-sport côté club, j'entends, Ouais. pour certains Théo aussi, je pense que c'est assez vrai, c'est le mélange des gens. En fait, c'est ce moment où les éditeurs, je parle de Blizzard et Riot, ont pensé qu'ils allaient pouvoir transformer leur activité e-sport en BU rentable. Vraiment à l'échelle vraiment de cette activité e-sport. Alors qu'en fait, le boulot des éditeurs, comme tu le dis très bien, c'est d'augmenter leur player base, de monétiser au maximum leur player base, de donner les outils à la scène de se monétiser, c'est-à-dire d'avoir des skins d'équipe, etc. Et j'ai presque envie de dire que le boulot et un dernier boulot, c'est donner les consignes à tes Théo et à tes clubs pour que l'écosystème soit régulé correctement, que les joueurs ne se fassent pas enfler, etc. Au-delà de ça, je trouve, moi, à chaque fois que l'éditeur sort de son rôle. C'est-à-dire que quand Riot franchise ou quand Blizzard franchise, pour moi, ils sortent de leur rôle. Et je pense qu'on reviendra vers un e-sport qui est plus aligné, qui réintégrera des On Théo. voit un vrai changement depuis quelques années. Enfin, je suis entré dans la scène à partir de 2018. À ce moment-là, il y avait Blizzard et Riot et pas mal d'autres qui faisaient tout. Enfin, il y avait des équipes de pro, venaient de tout. broadcast, etc. Et maintenant, comme tu le dis, chacun pour soi, enfin, chacun a le métier. Et voilà, ça les aide à vraiment dynamiser le marché et avoir une capacité de faire travailler des gens. Je pense que ça a beaucoup changé. Et maintenant, les gens ils disent, OK, bah, on va avoir le meilleur broadcast, on va avoir la meilleure production, on va aller approcher un TO pour le faire, etc. Et ça donne une opportunité, ça crée la concurrence dans le marché, ça donne l'emploi, je pense que c'est bien. Après, je ne suis pas forcément certain que de donner la responsabilité aux équipes, gérer la gestion de la production, ça entre dans le quotidien, dans le ADN, pardon. Et Ah non, pas du tout. Non, je ne dis pas du tout que les clubs doivent gérer la prod, justement, c'est chacun à sa place. Ouais, tu vois. Le but d'un club, c'est d'avoir les meilleurs joueurs, de faire les meilleurs résultats possibles, et quand tu fais un gros résultat et que tu as une grosse player base, de la monétiser, point. Ouais, non, par contre, il y a un vrai truc à aller chercher côté éditeur, avec les équipes dans le futur sur la co-création plutôt des ligues et des produits en général, ce qui aujourd'hui n'existe pas encore assez, je pense. Et Alors, vas-y, non, je t'en c'est un super bon point parce que c'est un truc qu'on. Tu vois, sur le nerf de la guerre, quand on regarde le côté. La sainteté de notre scène, je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est vachement le côté, le nombre de gens qui participent à tes tournois. Parce que ton viewership, c'est hyper important, mais ton viewership, il est lié à des algos, il est lié à des trends. Le nombre de gens qui participent à tes tournois tous les jours, c'est la chose qu'en fait reflète la pérennité de ton e-sport. Et tu vois, aujourd'hui, c'est un truc, quand tu dis la co-création avec les clubs, on a lancé, c'est la première fois qu'on le fait sur Rainbow, alors on n'est pas les premiers à le faire, on ne sera pas les derniers, mais tu vois, de co-construire des tournois avec les orgs, les clubs. Tu vois, au Brésil, où on est assez fort, Team Liquid ou Furia font leurs tournois brandés avec leur marque, sur leur commune. Et ça fonctionne super bien. Parce qu'en fait, c'est les deux pans qui travaillent ensemble. Et là où avec les Théo, on trouve de plus... Mais avec les clubs, je pense qu'on l'a beaucoup vu comme vitrine auprès des communautés pour toucher... Oui, mais je pense qu'ils ont aussi vous avez toute votre cohérence dans la construction de compétition. Bien sûr, c'est des modèles qui permettent aussi au club de s'y retrouver un petit peu plus financièrement, parce que mine de rien, ça crée du revenu en fait, de co-construire des tournois. On parle beaucoup et on y reviendra peut-être un peu tout à l'heure, on parle beaucoup du contenu in-game, mais là on est encore sur des modèles qui existent finalement assez rarement en dehors de Rainbow Six. Et puis qui aussi peuvent disparaître du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, vous créez des skins d'équipe en tant qu'éditeur, super, mais si demain vous n'avez plus envie de créer de skins d'équipe, qu'est-ce qu'il se passe? Donc... Il y a des consignes assez précises et contraignantes de la part des éditeurs auprès de Blast et auprès des organisateurs de tournois en général qui vont dans la direction de nous on a des objectifs marketing derrière, des chiffres à respecter, ou vous êtes quand même assez... Bon, ça revient à peu près à ce que FX il a dit tout à l'heure, c'est que c'est le but pour eux, c'est vraiment de faire grandir l'audience, le maximum de gens qui jouent au jeu, et après, c'est à nous de tester, de balancer les idées, enfin, systématiquement en train de pousser des angles différents, les angles d'attaque, comment on va mieux monétiser, comment on va aider les équipes, comment on va aider l'écosystème. Et évidemment, certains publishers, certains éditeurs, ils sont plus réticents que d'autres, enfin... mais enfin, les angles d'attaque, je pense que ça revient. C'est intéressant maintenant ce qui arrive en France. Ce qu'on voit ici aujourd'hui, avec les clubs français qui ont les acteurs derrière, etc., tu le vois pas ailleurs. Et
C'est pour ça que la scène française, ça m'intéresse énormément. C'est une scène de test pour l'avenir. Je pense que tout ce qui se passe en France aujourd'hui va se passer aux États-Unis, ou va se passer en Espagne ou ailleurs. D'où la Non, création on peut le de voir. l'UFSEP aussi. Hein. Enfin, Ouais. on est en discussion active Oui. avec plein de parties prenantes de la scène e-sport, avec l'UFSEP. Non, mais moi, donc je parle de la l'Union des pouvoir clubs. des créateurs derrière les clubs. Ah, pardon, des créateurs. Pardon, ok, je n'ai ok. pas assez précisé. Autant pour moi. Je trouve que ça n'existe pas dans les autres pays. Ouais. Je vois, enfin, il y a Ça certains arrive. Ça arrive. Ça peut. Mais En il y a, Espagne, il y a quelques bons il y a- exemples. il y a- Il y a quelques bons Mais, exemples. mais là où je te rejoins, c'est que. Alors c'est marrant, ça me rappelle une émission de l'équipe qui est vieille. Mais effectivement, Comme nous. c'est où je disais à Romain, quelle sera la taille de la vague en fait. Où à l'époque, il n'y avait que Solari et Carmine. Ouais. Depuis, tu as Mate, tu as BMS, tu as petit gros, mais tu as plein de clubs. T'avais G2 dans un entre-deux aussi. à Il y avait cette G2 époque-là. il y avait encore Slot chez G2 à l'époque, maintenant il n'y est plus. Mais effectivement, quelle sera la taille de la vague? Et je pense effectivement que ce que tu dis est très vrai, je ne sais pas parce qu'on est en France, mais je pense que ce modèle va se répliquer. C'est-à-dire qu'il y aura des influx américains qui vont monter leur club et ça va donner un autre poids aussi au club et d'autres leviers de négociation avec les éditeurs pour mieux monétiser ce qu'ils font. Ou alors, est-ce que c'est Ouais, pas déjà passé aussi? Ça existe, hein, Ouais. ceci dit, parce qu'un Nightshot l'a fait. Ouais, mais tu vois, aux mais- US, nous qui bossons beaucoup avec les teams aux US, Ouais, FaZe, les ouais. FaZe, c'est très unique à une. Alors, Gentleman, vous êtes le cas ultime du plus gros influenceur en France qui a une équipe. Et puis de la triple incarnation. Quand Et même. une triple incarnation, mais qui en fait est plus vrai est plus proche. Pour moi, le modèle américain, il est de plus en plus en groupe de lifestyle guy. Totalement. En fait, c'est Absolument, une ouais. façon de vivre Mm. la phase life. Tu vois, leur stream, c'est que c'est plus une personne. Je pense que la personne, ça a toujours le C'est risque. moins incarné. en fait. C'est moins incarné et c'est plus quelle valeur tu portes à travers FaZe ou 100 Thieves ou autre. Ils sont un autre. J'ai l'impression qu'ils ont fait ce que nous, on a fait en France, certainement plus tôt, mais tout Ouais. simplement moins bien, en fait. Ils n'ont pas réussi à retenir Ouais, t'as leurs raison. fans et la fanbase de la même façon qu'on a réussi à le faire en France. Mais il y a fait ce déficit d'incarnation aussi. Moi, j'ai l'impression les gens étaient fans De la personne, de ouais. Mais qui s'est personnes. retiré au petit à petit de Ouais, l'e-sport, en c'est fait. pas Quand tu vois toutes les grandes figures américaines et des clubs, elles ont pris du recul sur la scène, elles ont moins streamé les matchs, elles étaient moins présentes dans l'écosystème et dans l'environnement. Et du coup, forcément, les fans, ils aiment quand même l'incarnation, c'est ça qui est important. Tu vois, et ben, pour revenir à la relation éditeur-club, c'est un bon point de discuter sur le rapport des clubs et des clubs et des éditeurs. Et tu vois, pour prendre notre point de vue, en fait, vous êtes hyper. En fait, les scènes n'existent pas si vous n'êtes pas là. Vous êtes la manière de la rendre. Mais l'âme, quoi. Ouais, exactement. Et Et de la puis à un moment, de la storytelling rendre aussi Ouais, ouais. cool et de la Ouais. rendre attractive pour. C'est un effet boule de neige. Mais en même temps, on a en face une volatilité des clubs où tu te dis parfois, tu vois, quand tu dis les skins, on les arrête. Nous, on a eu l'exemple inverse, des clubs qui disparaissent alors que tu as leur skin dans le jeu. Quoi. Ouais. Je te prends l'exemple, Ouais. c'est pas un secret. Astralis, Ouais. on leur fait leur skin, ils se barrent, comme ça, pour pas une question de Rainbow, ça se passait bien, mais voilà, ils vont Ouais. faire autre chose et voilà. Ouais, ouais. Tu te dis, mais attends, on en a produit un truc. Donc, Mais qui, Je on comprends. espère, tend à de moins en moins se passer, puisque a priori, les prochaines années font que soit on va rester, soit on va disparaître. Enfin, soit certains clubs vont rester, soit ils vont disparaître, et du coup, il y aura une certaine pérennisation de... Ça, c'est quelque chose que tu retrouves aussi dans le sport, mine de rien. Bien sûr. Ouais, Il y a totalement. il y a des reliques, des objets tangibles de clubs qui ont finalement disparu, etc. Moi, je pense que quand fait tu partie de compares ça l'histoire du avec le truc. vrai Bien sûr. sport, enfin, j'étais en meeting cette semaine en Angleterre avec les équipes de foot. Ouais. Et tu vois le montant de clubs anglais qui appartiennent maintenant aux États-Unis, c'est délirant. Ouais, hein. ouais. C'est clair. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais il y a beaucoup de clubs Pareil. qui appartiennent Ça augmente. à des stars américains. Quoi. Tu vois, qu'ils achètent des clubs, qu'ils grandissent les clubs. Et après, derrière, est-ce que ça va venir en France? Est-ce que ça va venir en Europe? Est-ce qu'on va avoir une deuxième vague? Tu te souviens, en 2018, 2017, 2016, où les entrepreneurs, ils ont racheté des clubs. C'était avant que moi, je commençais à travailler dans l'e-sport. Blizzard, Call of Duty et Overwatch, ouais. C'était la bulle e-sportive. Mais on en ça, parlait. c'était pas des créateurs, en fait, Ouais. c'était des investisseurs riches pur et dur, américains. quoi. Quoi. Ouais. Maintenant, je pense que peut-être dans une deuxième vague, il peut avoir des film stars, des celebrities, etc. Ouais. Mais avec Qu'est-ce plus qu'on de va faire avec rationalité, ça à Je la sais pas. fois. Je pense qu'il y a pas mal d'investisseurs qui sont quand même hyper refroidis sur les investissements qui ont été faits Ouais. sur l'e-sport ces dernières années, sur les clubs. Donc je pense qu'on va quand même encore un petit peu payer ça. Enfin, on voit que le délire levée de fonds dans l'e-sport, il est un Ouais, peu passé. c'est un peu calmé. Je crois même cette année que j'en ai pas entendu une seule, tu vois. Bon, C'est plus discret, en tout cas. en tout cas, c'est plus discret. Il fut une époque, l'époque où tu parlais, tous les 3 mois, il y avait machin lève 5, machin lève 30, machin lève 100. Enfin, c'était assez dingue. On voit quasiment Ouais, plus ça. ça s'est rationalisé un petit peu. Et en fait. après, alors,
ta question est très bonne. Est-ce qu'on va avoir des stars plus grosses que nos stars qui vont racheter des clubs? Mais en fait, aujourd'hui en France, qu'est-ce qui est plus gros que Squeezie? Il n'y a pas un chanteur, il n'y a pas un acteur qui Même est en plus gros Europe, que Squeezie, je pense tu que vois. tu peux poser le. Donc, le truc, et quoi. en fait, ce côté économie réelle ou stars réelles qui vont arriver sur l'e-sport, j'y crois pas de ouf. Peut-être que tu auras raison, hein. Je te dis pas que tu as absolument tort. J'y crois pas de ouf parce qu'elles y arriveraient avec moins de légitimité. Tu vois, même Squeezie avait un tout petit... Il arrivait avec Gotha, full légitimité, mais Squeezie, en tant que Squeezie, avait un petit déficit de légitimité qui l'a rattrapé. Donc, je crois pas. Je pense que en fait, les stars d'Internet vont devenir de plus en plus grosses et vont continuer d'adresser l'e-sport parce que c'est leur truc. Mais Et puis pour y revenir, Vas-y, moi juste un dernier commentaire, mais en fait on a eu des exemples déjà de clubs qui étaient, enfin des stars internationales, David Beckham, si je Ouais, ne me trompe avec, pas, Guild. avec avec Guild Guild. e-sport. Bon, ça n'a pas fonctionné. On a eu Rebels Connexion. avec David De Gea. On a eu plein en fait au final de Ouais. stars internationales. Orelsan avec Asus Rogue. La connexion. Bravo Orelsan. Ça me fait plaisir. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie déconnexion. De toute façon, on s'éloigne un petit peu du sujet, on va y revenir, mais il y a une vraie déconnexion entre l'attrait pour le jeu vidéo et l'e-sport et ces communautés-là qui restent encore très connectées au jeu vidéo et à l'e-sport. Et en fait, une star qui est en dehors de ces écosystèmes-là, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va les faire se mettre à l'e-sport. Ce sera peut-être vrai dans 20-30 ans, Peut-être. si quand l'e-sport deviendra vraiment grand public et où, du coup, les connexions seront beaucoup plus importantes. Moi, ce qui L'e-sport, c'est pas grand public en France encore? pour moi, l'e-sport n'est pas grand public au sens où aujourd'hui, et je suis dans une position à l'équipe où je sais très bien ce que je vais te dire. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne regarde pas un match de tennis de table des frères Lebrun, par exemple, je ne sais pas si ça te Ouais, parle, je sais. les Mon fils, il joue au ping-pong. Bah, voilà. Il est fan. Aujourd'hui, des gens qui ne regardent pas le match vont être intéressés par le résultat. Dans l'e-sport, aujourd'hui, amener un résultat à l'équipe, sur le site de l'équipe de la K-Corp ou de Gentlemate, de Vitality, ça va pas intéresser le grand public, les gens qui vont s'intéresser de manière très volatile, on va dire, sur le sport en général. Et donc c'est pour ça que pour moi, on ne peut pas considérer ça comme grand public parce qu'il y a encore beaucoup de tranches d'âge et de franges de la population pour qui l'e-sport est encore un truc hyper obscur. Et en fait, avec l'équipe, on a traversé comment dire, on a cassé le mur un peu des médias traditionnels, mais on est un peu les seuls à l'avoir fait. Et je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce truc-là d'étendue globale. Par contre, je pense que ça peut On arriver va y venir, ouais. dans 20, 30 ans avec des accélérateurs comme Kameto, comme Squeezie, peut-être encore plus, dans le sens où lui est connecté à un public. Moi, je pense que l'e-sport deviendra mass market le jour où Nintendo s'y met. Je pense que c'est ma barrière. C'est-à-dire, je pense qu'il y a... Peut-être ce sera la 3e, 4e, 10e révolution. Ça fait partie des sujets. Là, on se reconnecte Tant au qu'on a- sujet. Oui, mais justement, tu vois, je fais ton travail un peu parce que tu me fatiguais là. Donc, non, mais je pense que pour que ça devienne vraiment grand public, mass market, c'est Nintendo, quoi. Tu vois. C'est Mario Kart, c'est en tout cas un investissement de Nintendo dans l'écosystème. Nintendo qui est vraiment un cas à part dans Ah l'e-sport. bah, pour le coup, oui. Limite, s'ils pouvaient l'interdire, ils l'interdirait. Bah, Donc, ils ont essayé, ouais, même, ouais. en soi, plusieurs fois. Donc c'est un peu terrible. Ouais, est-ce que c'est grand public? Moi, je travaillais à une époque, j'étais rédac-chef de Millennium. Il y avait jeuxvideo.com dans la même boîte. Il y a même plein de gens qui adorent le jeu vidéo, qui adorent certains titres du Wii, Assassin's Creed et compagnie, qui connaissent très bien l'e-sport, en ont rien à carrer. Donc il y a aussi... Et ça, c'est marrant, c'était aussi un discours à l'époque, quand il y avait beaucoup de levées de fonds, ce côté vers l'infini et au-delà. Je pense que l'e-sport a une limite. Il y a Ouais, plein on de a gens... une vraie C'est bulle. marrant ce que tu dis parce que je pense qu'on est encore dans une génération. Nous, on le voit. Tu vois, l'audience de Rainbow, elle se rajeunit beaucoup. Parce que bah, ça y est, on a 10 ans. Donc Ouais. le jeu, il change de génération. Je pense qu'on va arriver. Je dis pas, c'est pas une science, c'est pas une science exacte. Hein. Je pense qu'on va arriver à un début de génération qui commence à regarder des jeux qu'il comprend pas. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, c'est que des gens qui jouent à ton jeu, hein, qui regardent l'e-sport. D'accord. Riot Ou qui avait y ont sorti- joué. Ou qui ont joué. C'est à le cas sur LoL. Je pense qu'il y a 86. beaucoup de gens qui regardent du LoL. Ouais, Moi, qui le n'y premier jouent qui plus, joue à LoL, tout mais à ils fait. comprennent grosso modo la méta générale du jeu. Le jour où on casse ce mur de et c'est ça les frères Lebrun, le sport. C'est moi j'adore les JO, je regarde du curling, je regarderai jamais. Tu regardes et tout le temps dans les JO. Oui, et puis même tu comprendrais même pas la moitié de ce qui se passe, c'est pas grave parce que c'est l'équipe de France ou c'est les JO. Et je pense que l'e-sport va arriver au moment où cette génération, peut-être c'est pas celle actuelle, c'est peut-être celle d'après, de nos enfants, et qui auront tellement intégré l'e-sport comme un divertissement la et norme, pas ouais. un sport. Mm-mm. Peut-être là le truc on peut aussi beaucoup discuter, où ils l'intégreront comme à un moment avec ses potes,
il regarde un truc dans un bar. En Chine, on commence déjà à voir ça. Nous, quand on va en Chine, on voit vachement ça. T'as En Asie, en le match de général, NBA, puis t'as le match de LoL. Je pense que le mec qui boit sa bière, il regarde en même temps ça, et puis il sait peut-être même pas, mais il va peut-être s'intéresser 5-10 minutes à ça. Je pense que c'est là aussi on passera un... C'est un enjeu, ça, pour Ubisoft, justement, avec l'e-sport, de se dire il faut qu'on le maintienne dans le temps. Alors, justement, pour garder des gens qui reviennent, qui vont se connecter au jeu de manière régulière et capter un nouveau public, mais vraiment en se disant ce jeu-là, si on maintient l'e-sport, il sera vivant dans 10-15 ans parce qu'on va réussir à créer un cycle où on ne voit pas aussi loin. Non, bah si, on pense très long terme. Alors, des fois, c'est parfois la frustration qu'on a. C'est qu'on ne peut pas présenter tout ce qu'on va faire dans 5-10 ans parce que déjà, il faut voir ce qu'on doit faire à court terme et puis il faut le temps que le jeu aussi le démontre. Mais dire si tu prévois pas ton e-sport à au moins 5 ans aujourd'hui, déjà dans ce qu'on fait avec Roby, pour prévoir une salle aujourd'hui, si t'es pas prêt 3 ans avant, il n'y a plus de salle nulle part, il y a de plus en plus de concerts, booker quelque chose, ça devient complètement dingue. Alors ils le voient encore plus que nous sur Counter, mais même sur Rainbow, on est obligé de prévoir très longtemps avant. Mais même au-delà de ça, il faut se dire que quand tu as mis les pieds dans l'e-sport en tant qu'éditeur et que tu as... Pour moi, c'est un contrat moral que tu as créé avec ta commu, avec même, je vais même pas dire que ta commu, même tout l'environnement, tes clubs, qui ont des joueurs, c'est leur métier, des partenaires dont les employés sont aussi payés parce que tu as un contrat moral, donc tu peux pas l'arrêter. Moi, l'exemple qu'on a tous en tête, c'est Heroes of the Storm. C'est quand même le seul jeu massif e-sport que je connais qui s'est arrêté. C'est terrible pour eux. Et j'ai envie de dire, je peux comprendre Blizzard en tant qu'auditeur, tu as peut-être plein de KPI, de paramètres qui font qu'à un moment, puis, je ne vais pas parler pour eux, mais qui ont fait que c'était la meilleure chose à faire. Mais c'est un truc, quand tu commences, dire tu ne sais pas quand ça s'arrête, c'est bien, parce que c'est-à-dire ton jeu. Mais il faut voir aussi à quel moment, peut-être, le licensing fait la meilleure chose de donner les clés complètement aux gens. Ouais. Mais ouais, tu as un contrat moral. Pour moi, qui est 3 ans, et je pense qu'il faut te donner 3 ans avec un jeu avec lequel tu n'as jamais travaillé, tant qu'équipe et tournament organizer, pour que ça soit rentable, pour que tu comprennes exactement comment tu monétises rentable, et que tu maîtrises. Bon, un jour, jamais. Un jour, je vous le dis, je vous spoil. Bon. Mais je pense que ça prend un peu de temps pour que tu sois vraiment à l'aise sur le marché, avec le concept, avec la façon de vendre. Mais c'est vrai que ce qu'FX disent, effectivement, il y a énormément de salles qui sont bookées, il faut planifier en avance, il faut trouver les locaux, il faut faire circuler. Enfin, le montant de fois que les gens nous disent, écoutez, si on vous héberge dans une telle ville aux États-Unis pendant toute l'année et tu mets tout ce que tu as dans notre ville. Je dis, mais par contre, les éditeurs, ils n'ont pas envie. La différence entre les éditeurs, ils ne veulent pas tous, ils veulent pas tous être dans la même ville pendant toute l'année avec tous les jeux qu'on a. Et pour revenir sur le truc des la vie d'un e-sport et la place d'un éditeur, tu vois, sur le rapport avec les clubs, c'est un truc où moi je suis toujours hyper alerté parce que dans toutes les interviews que j'ai pu faire par le passé, il y a toujours la question quand Vita est parti de Rainbow, la vie d'un jeu. Et ma réponse, elle sera toujours la même, et je le crois profondément. Des clubs partent, des clubs arrivent, c'est la vie d'un jeu. Et c'est ça la différence avec le sport, c'est qu'un club ne part pas d'un sport. C'est quand même compliqué de partir du foot, t'es relégué, mais partir... Bon, c'est quand même rare. Tu vois, et moi, je pense que c'est pas... Oui, ça envoie des signaux, parfois, c'est pas... Tu peux mourir. Mais qui vous permettent aussi, vous, d'adapter la stratégie. Enfin, tu prends l'exemple de Vita. Est-ce que Vita n'a pas aidé quelque part à ce que vous aussi, vous réfléchissiez le système Ah oui, non, mais on a notre part ensemble. Donc, au final, c'est des cycles qui sont logiques, nécessaires, mais qui vous aident à faire grandir le secteur. Et tu vois, quand tu as un Vita qui part de Rainbow il y a quelques années, tu es déçu, tu essaies de comprendre, tu discutes, puis à un moment, c'est des stratégies différentes à un moment T. Est-ce qu'elles se retrouveront peut-être à un moment? Oui, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. C'est d'un point de vue de communauté, je comprends la déception ou dire, mais tu sais, tout de suite, on nous interpelle en tant qu'éditeur. Ah, votre jeu est en train de mourir. Les gens. Non, en fait, il y a des moments, c'est comme ça. Et c'est ça où on doit éduquer tous ensemble. C'est qu'on peut avoir des ambitions différentes à certains moments. Ça ne dit pas qu'on ne va pas se retrouver à d'autres moments. La vie d'un jeu, c'est cyclique. C'est comme ça, c'est vrai pour tout le monde. Et il faut que parfois, on dépassionne le rapport immédiat entre chaque acteur de l'écosystème, parce que c'est normal. Et à la fois, c'est pas forcément possible, dans le sens où c'est normal qu'une fanbase d'une équipe soit déçue quand elle part d'un jeu. Bien sûr. Et voilà, c'est normal. Moi, j'ai un point qui m'intéresse aussi, qui vous connecte un peu tous les deux, pour rebondir un peu là-dessus, qui est est-ce que toi, mais même au-dessus et dans d'autres branches chez Ubisoft, on vous pousse en voyant Gentlemate arriver avec Squeezie, avec Gotaga, à dire écoute, il faut qu'on les fasse rentrer dans l'écosystème, il faut qu'on mette les moyens pour ça. Est-ce qu'il y a aussi des connexions, des connexions En fait,
le sujet de Gentlemates, il est. En plus, on est deux Français. Donc, tu as aussi le rapport de Ubisoft, c'est français, Gentlemates, c'est français. Donc, tu te dis toujours, il y a. Ah, bah tiens, les connexions sont plus simples. Et en fait, pas plus que d'aller discuter avec FaZe, quand tu vois, que tu discutes avec FaZe Oui, ou au Brésil, ou le Brésil, ou aller dans Wang en Corée quand on va les voir. Oui et non. C'est le rapport à la langue et la proximité. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on veut construire ensemble. Parce qu'on est aussi sorti, et moi je trouve que c'est un truc qui est très, un peu mieux dans l'e-sport, de cette relation transactionnelle. Parce que l'éditeur n'est pas la banque, n'est uniquement, et le club n'est pas que là pour vendre des skins. Voilà. Donc c'est aussi comment on construit, qu'est-ce qui fait sens avec, je te laisserai, avec le positionnement du club. Et nous, c'est toujours, ok, et c'est un peu frustrant parfois, c'est vrai, chez nous, t'as pas un cake qui grossit autant que tu veux tout le temps. Et bah oui, si tu le découpes encore plus, tu donnes moins aux autres. Et puis bah, les autres sont pas contents, donc pourquoi le faire grossir? Donc c'est un jeu d'équilibriste. C'est une question de stratégie, de Exactement. où est-ce que vous voulez aller en tant qu'éditeur, ouais, c'est sûr. Après, ouais, sur la question de Gentlemate et Rainbow Six, au-delà de ça, est-ce que il n'y a pas un truc avec l'identité française du jeu, parce qu'il n'y a plus d'équipe en France tu vois, c'est aussi ça. Mais en même temps, on est sur des clubs qui sont incarnés. Il faut aussi que tes incarnants aiment le jeu. Ce qui est complètement irrationnel, tu vois, parce que ce qui pourrait être une décision business, je vais te donner un exemple tout con. Moi, je fais un call avec Rainbow Six, les conditions financières sont vraiment géniales, ce serait top pour Job Life, mais Thomas, il aime pas le jeu. Bah, c'est pas le cas. Non, mais il joue au jeu. Mais ça arrive. Non, pour le coup, il aime bien. Pour le coup, il aime bien le jeu. Mais si Thomas n'aime pas le jeu, il y a pas de jeu chez Job Life, tu vois. Après, ça peut venir aussi. Donc, quand t'aimes pas un jeu, hein, tu vois. Alors eux, ils ont 3 incarnants. C'est là où nous, on a une force encore. Il y en a un qui peut se forcer, tu vois. On a une chance, c'est il y a une rotation. On a une rotation, puis on a aussi d'autres incarnants sur d'autres jeux. Je sais pas, sur Valorant, on a Beyas, par exemple. Il y a Nikov qui a fait Fortnite beaucoup et qui continuera à le faire. Donc, on a cette chance d'avoir de multiples facettes, en plus de nos 3 CEO qui sont omniprésents, qui font que ça nous aide énormément, bien sûr. Ça connecte à un point que je trouve assez intéressant et qui concerne un peu tout le monde là, c'est que est-ce qu'on ne voit pas, on en a parlé un peu tout à l'heure, l'arrivée des clubs d'influenceurs, j'aime pas ce terme, de créateurs de contenu et qui sont créés légitimes par des créateurs de contenu qui sont légitimes dans cet espace-là. Est-ce qu'on voit un petit peu le rapport de force avec les éditeurs, avec les TO, s'équilibrer un petit peu plus, parce qu'on a l'impression que dans le temps, il y avait quand même un rapport de force déséquilibré en faveur des éditeurs. Je sais pas, je suis d'accord. Moi, non, mais moi, c'est pas d'accord, c'est pas noir-blanc. Je pense que le rapport de... Alors, j'aime pas le côté rapport de force, parce que... Entre gros guillemets, hein, bien sûr. Non, mais je comprends, c'est en fait quelles sont les forces... Quelles sont les forces en présence dans un business? Ok. Le club, il peut partir le lendemain. Ça, c'est un truc où on se rend pas compte, c'est que l'éditeur, il a... Et on revient à la question initiale du rôle de l'éditeur, il a aussi ce mauvais rôle d'être toujours celui qui est pointé du doigt à un moment ou à un autre pour des bonnes raisons. Parce que l'éditeur prend les décisions quand même. Mais parfois, le club prend les décisions de partir alors qu'il n'y a pas de raison. Totalement. En fait, c'est une raison de club. Moi, j'ai pas de problème avec ça de le dire aujourd'hui. Des TSM qui sont partis de chez nous, ils sont partis pour une décision d'entre. C'est pas une décision du roster de Rainbow ou de la. Et pour autant, c'est nous, on va nous dire, tu les as laissés partir. Et en fait, tu peux pas tout expliquer au public. C'est normal, c'est du business. Mais pour autant, j'ai envie de dire, le rôle, il est pas. L'ambition, elle est partagée. L'impact, il peut être aussi démesuré dans le club quand il s'en va, quand il décide de partir, et sur l'impact que ça laisse aux autres clubs et à la scène. Donc, je pense qu'il s'est un peu équilibré dans le fait où les clubs sont capables de vivre à travers plusieurs jeux et pas qu'un seul jeu. Et donc, ont cette capacité aujourd'hui à dire, je peux mettre de côté ce jeu-là pendant un moment. Nous, on a un jeu et puis on espère que les clubs vont... En fait, tu vois le résultat de l'impact des équipes sur un jeu. Hein. Je bien prends sûr, l'exemple de bien Lyon. On a vu directement, et Rocket League, Fortnite. Ouais. Et là, maintenant, tu verras ce on va produire en 2026. Donc, les décisions d'Epic, c'était vraiment d'évoluer le jeu, de continuer à pousser le jeu, d'encourager les équipes en France. Et c'est pour ça qu'on a annoncé Paris La Défense. Mais évidemment, on a besoin de ça pour animer la scène. On a besoin des équipes en force dans chaque pays. Je pense que c'est très récent. Je pense que c'est assez récent, la prise de conscience collective que les clubs, effectivement, qui ont été fondés par des figures fortes et qui sont en capacité d'avoir beaucoup d'engagement, beaucoup de fans, sont nécessaires à l'écosystème. Et à la fois, et pour contrebalancer mon propos,
Ouais. On voit moi, j'allais encore, contrebalancer aussi. on voit encore J'attends ma sur concours. certaines scènes, et je pense notamment à l'exclusion d'un certain club Sur Valorant. sur Valorant en VCT, Oui. que même si L'éditeur, tu es très il- puissant, l'éditeur a toujours le dernier mot Ouais. et que tu n'as pas toujours. Ouais, t'as pas le choix parfois. Donc, Non, moi, j'allais revenir sur exactement cet exemple-là. Ouais. Et sur l'exemple de Los Ratones et de l'ouverture Bien sûr. exactement. à deux Alors, équipes, complètement. alors Oui, que, mais alors que, attends, L'exemple ils de Los Ratones est très bon dans les deux sens. Ouais, par contre, l'exemple de Ratones ouvre aussi ce truc de le jeu a besoin de continuer à grandir. Panique, on utilise non, on va dire c'est réflexe panique de Riot. Il faut faire rentrer Bah oui, mais Kaedrel. justement, Il y a c'est l'influence zéro vision moyen terme, zéro stratégie, zéro. Reparlons-en dans 3 ans. Zéro rien. les fameuses phrases. Donc, si ce n'est oui, peut-être de se ranger, à mon avis, que les franchises, c'était une connerie. Moi, je pense que Il y a un contrat. il y a toujours. Ouais, il y a un Contractuellement contrat, obligé de le dire. c'est vraiment une co-création avec les équipes qui ne sont pas au courant qu'on fait rentrer Los Joker a Ratones. l'habitude d'être contre les franchises et les D'accord. ligues fermées. Ça fait Je déteste 6 ça. ans que J'entends c'est- ça, hein. J'apprends ça. Donc, non, je pense que le rapport est quand même encore assez très, très déséquilibré. Alors, c'est peut-être moins Évidemment. le cas avec Rainbow Six, dans le sens où la scène est plus petite aussi. Donc, moi, c'est pour ça que je tiens au mot rapport de force, c'est-à-dire que quand tu es la scène Rainbow Six face à Gentlemate, tu es un peu plus petit que quand tu es Riot, Normal, ouais. qui peut dire à Gentlemate ou à Koi ou à Koi À qui n'importe qui. dégage ou à n'importe Tout qui. simplement. C'est pas grave, de toute façon, il y en aura un après toi, j'en ai rien à faire. Donc, sur en tout cas les scènes que moi j'observe, franchement, que tu sois cassé, ils ont dû acheter leur slot comme tout le monde, quoi. Ouais. Alors, effectivement, Kaedrel n'a pas Mais eu pas à le acheter de Stratonef. slot. Donc, effectivement. Mais, comment dire, on n'est pas dans le cadre. On est quand même dans le cas de Kaedrel et de tout le reste de la ligue, tu vois, qui a dû s'adapter aux desiderata d'un mec qui arrive et qui, lui, a même pas, en plus, je pense, de vision hyper moyen terme sur son club. On est vraiment dans le panic move, je pense, plus que dans la vision moyen terme. On a utilisé un exemple assez intéressant tout à l'heure qui était celui de Heroes of the Storm et Blizzard qui est un mastodonte encore aujourd'hui et dont la gestion de l'e-sport a été très critiquée, notamment avec l'Overwatch League. Ce que je trouve assez intéressant avec cet exemple d'Heroes of the Storm, c'est qu'en effet, il y a eu, j'ai l'impression, une décision très business et marketing de dire, en fait, notre sport, entre guillemets, ne marche pas, on l'arrête. Et notre jeu, par extension, ne marche pas, C'est on souvent l'arrête. lié, hein. Ouais. Non, mais les deux sont liés, mais du coup, c'est pas pareil avec un sport traditionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va arrêter le tennis de table ou le judo du jour au lendemain. Ce Donc, serait fou, t'imagines. C'est un fait. Ouais. Ping-pong. Le sport n'existe plus. Ce serait- Mais après, il y a des sports qui meurent de toute façon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le jeu de paume n'existe plus, mine de C'est vrai, rien, c'est qu'il a vrai. été remplacé par d'autres. Mais de l'autre côté, il y a eu cette stratégie de Blizzard avec l'Overwatch League d'en faire une discipline sportive. C'était quand même l'ambition affichée. Ça a été même comparé à la création et le logo est très parlant, la création de l'Overwatch League a été comparée à la création de la NBA, de la NFL, de la NHL. Il y avait vraiment même dans les propos qui ont été utilisés. Donc, il y a cette dualité, elle existe quand même encore, elle est quand même très très présente. On est dans un... Je pense on qu'on est en dans sort un peu. Hein. On est en train d'en sortir ce côté, petit à petit, ouais. On est content, nous, que les autres aient fait l'erreur avant nous de faire Ouais, l'erreur. on apprend, du coup. D'apprendre de ça, Ouais. de l'Overwatch League ou de ce qui se passe chez Riot, mais on va prendre l'Overwatch League qui n'existe plus. C'est que je pense qu'on arrive à un modèle qui est beaucoup plus, on va dire, partagé. Mais même, tu vois, même avec quand tu discutes avec les institutions et tout, c'est comment l'éditeur Ouais. nous donne des droits de licence gratuits pour utiliser les jeux. C'est comment de plus en plus on demande à l'éditeur de retrouver sa place qui est, comme tu le disais très bien, donne les règles, met en place une cohérence d'écosystème. Parce que sinon, tu te retrouves avec un écosystème qui part dans tous les sens. C'est important de Ou mettre t'as la Valve qui matrice. revient tu prends l'exemple de Valve qui revient 3 ans. Ah non, mais en fait, on va tout rechanger. Ouais. Et c'est compliqué quand même. Quand t'es Counter-Strike, tu peux te le permettre parce que l'écosystème va pas se péricliter parce que il va se remodeler. Mais comme tu disais, sur des scènes plus petites comme Rainbow, ça serait potentiellement la fin de la scène e-sport si c'était fait comme ça. Je pense qu'on est en train de trouver un équilibre qui est plus juste entre tous.
Je vois même, sans aller dans le super tout le temps, tout va bien, je trouve même qu'on arrive à mieux se parler, tous les acteurs, à se mettre autour de la table, ça discute bien, c'est plus mature, on est moins sur des coups d'esclandre des clubs, Oui, totalement. ou Ça l'éditeur va qui dit mieux. non, je te Ouais. parle pas. Ça et va puis- mieux. Mais Non, ça non, manque c'est, encore de quelque chose, en tout cas, Ça manque de côté monétisation. club. Alors, d'argent. bien évidemment. Bien Il faut un évidemment. congé de l'argent. Et enfin, encore une fois, c'était cette idée de co-création qui passe par peut-être un peu plus d'ownership côté club aussi. Enfin, c'est une vraie question ouverte et je pense qu'on y viendra un jour. Mais ouais, il y a un besoin, je pense, pour que la scène continue de grandir, au-delà du besoin de monétisation qui est... Bon, c'est un vrai sujet. Hein. Évident, Je pense que tu as déjà animé un panel sur le sujet, donc on ne va pas aborder ça Non, aujourd'hui. mais tu vois, sinon, tu as le côté se lancer dans une aventure ensemble dans une région. C'est pas rien. Je reprends l'exemple historique. Je me souviens quand on va en 2017 voir la CEO de Team Liquid, on lui dit viens au Brésil. T'es là, qu'est-ce que tu fous? Je suis une équipe américaine. Tu sais, tu dis bah, on va lancer une région où on pourrait dire on se renforce dans une région. Crée-toi une nouvelle fanbase avec nous. Pars avec nous dans ce truc-là. Et ça marche, des fois, ça La va co-création, pas marcher. c'est génial. Mais tu vois, Ouais. pour moi, c'est autant de la co-création que, OK, comment on fait du marketing ensemble, ou Bien du sûr. merch, de la production de... Faut voir comment ça se... Mais il y a plein de traduit, ouais. façons de faire, et je pense qu'aujourd'hui, sur les clubs, plus tu les... et pour en venir sur la relation club-éditeur, c'est comment tu la crées sur le long terme. Et c'est pas juste pour dire OK, mais de la visibilité pour se dire OK, bah tu vois, je te dis déjà comment le jeu il va être là dans 3-5 ans. Tu le partages déjà ça. Mais il faut Ça, mettre c'est en déjà- face c'est déjà le aussi... cas, en fait, si tu veux. Si tu Ouais, vois nous la on façon partage dont déjà au voilà. club comment On est au sera le courant, jeu dans voilà. 5 ans. Voilà, ils sont Ouais. au courant. Mais il faut mettre en face aussi ce truc de comment est-ce que vous pouvez encore être là dans 5 ans. Parce que pour un club, s'engager sur 5 ans, aujourd'hui, c'est difficile. Non, non, je suis d'accord avec toi. Et c'est là où c'est donnant-donnant de, OK, je prends l'exemple que je connais le mieux, c'est sur Rainbow, le RC Share, donc notre partage de revenus, eh ben, c'est des contrats à long terme. On se dit, bon, OK, on va te produire ça autant de temps, qu'est-ce que toi tu peux faire et encore une fois, c'est autant un contrat légal qu'un contrat moral de dire, bon, bah OK, si je m'engage à ce que dans autant de nombre d'années, il y aura encore de l'e-sport sur mon jeu. Quoi qu'il se passe, c'est-à-dire tu peux réorienter les investissements, c'est ce qu'on fait avec Blast aussi. Mais je pense qu'FX, en fait, la présence de Ubisoft dans l'écosystème, la présence dans tous les événements, etc., c'est pas forcément le cas avec tous les éditeurs. Ouais, c'est ça Ouais. surtout. C'est que moi, j'ai Tu vois la l'impression- différence. Hein. Il y a certaines équipes qui n'ont jamais parlé avec l'éditeur. Hein. C'est un exemple que moi je tiens de Arnold Hur, le patron de Genji, l'équipe qui est coréenne avec Oui, oui, je sais. américaine, qui disait que pour lui l'e-sport, enfin chez Riot par exemple, c'est pour faire une métaphore, c'était une machine à café dans un immeuble que les clubs d'e-sport demandent à utiliser. Et que Riot dit non, et le jour où ils disent oui, d'accord, il n'y a pas de café en fait dedans. Et vraiment, c'était une espèce de métaphore, vraiment métaphore pour dire, mais c'est dur d'avoir vraiment cette relation-là avec les. Mais je peux vous dire, enfin, je peux vous Alors qu'en partager plus, le fait pour- qu'il y a certains éditeurs qui ne sont pas forcément très présents pendant le quotidien ou pendant toute l'année, mais ils regardent tout. Ouais. Chaque tweet, Ouais. chaque article, chaque. Tu penses chaque à Epic, par exemple je parle de la plupart des éditeurs qui ne C'est sont pas pas sympa. présents. Je ne donne pas d'exemple. Et ils Non, mais sont je fais la présents. traduction, quoi. Et en fait, ils remontent les histoires. Et chaque fois qu'on prend la décision de faire quoi que ce soit Ouais. qui rend pas content les équipes, qui rend pas content les fans, etc., on l'entend. La téléphone, elle sonne. Donc, la conversation, elle est là. Il faut aussi savoir que la conversation ne peut pas être tout le temps. Tu vois, il y a Ouais, un certain non. nombre d'équipes, Non, il y a un bien sûr. certain Non, mais nombre je pense qu'il y a d'acteurs. des bases, il y a des trucs. Parfois, je pense que on aimerait en tant qu'équipe pouvoir avoir plus de points réguliers avec avec certains éditeurs, les aider à, enfin en tout cas leur donner notre point de vue plus régulièrement, les aider à voir aussi les problématiques que nous on a en tant que club. Et c'est vrai que c'est pas toujours le cas, quoi. Ça évolue quand même. T'as l'impression que Ça a évolué. Il y a certains éditeurs avec lesquels ça se passe très bien, et d'autres avec lesquels ça n'évolue pas beaucoup. Ouais. Et, Epic, ça bouge un peu. Moi, je suis plus sur les jeux Epic, donc je sais pas du c'est tout. peut-être à Rory. Moi, parce je que- pense que Non, là, Mate on aussi, a la ils preuve. sont champions du monde, donc, Oui, là, tu es sur les jeux d'Epic aussi. Bah, hein. ça commence petit à petit à bouger. Je pense que les Worlds Fortnite et Rocket League à Lyon En France, ouais. ont évidemment, je pense, crampé quelque chose dans la discussion. Moi, je pense que vraiment l'impact était important. Mais j'ai envie de vous dire, on en reparle dans 1 an et demi ou 2, parce que c'est les 8, 10, 12 prochains mois qui vont vraiment nous dire si ça a fonctionné effectivement ou pas. Parce que c'est très bien de se voir autour d'une table et de se serrer la main et de se dire « trop cool, génial, Ouais. faisons ça ».
Maintenant, il s'agit de le faire et c'est là qu'on verra si ça se tient. C'est intéressant, je pense qu'on reviendra juste après sur la partie des clubs, mais sur la partie purement éditeur, et si on prend l'exemple de Rocket League et de Fortnite, justement, toi, vous qui, chez Blast, gérez la partie compétitive de ces deux jeux, vous avez vraiment senti chez eux une évolution de se dire, si on prend l'exemple de Fortnite, où pendant très longtemps, ils ont ignoré, même, j'ai envie de dire, l'e-sport, où il y a eu la Coupe du Monde 2019, et ensuite il y a eu un énorme creux où il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de dynamisme. Alors il y avait le Covid, mais on pourrait dire que le Covid, finalement, a boosté l'e-sport. Chez eux, ça l'a plutôt éteint. En ce moment, ces dernières années, on a vraiment l'impression qu'ils se retournent vers l'e-sport et vers le fait de se dire... Je pense que c'est le cas. Je pense que c'est confirmé. Je pense que... Je pense que c'est grâce à vous quand même un petit peu aussi. Je pense vous que les avez nous, on bien a dirigés. énormément aidé. Enfin, on a commencé à travailler avec Epic en 2021, si je ne me trompe pas. On avait un format qui s'appelait le All Stars. Après, on commençait à gérer l'écosystème FNCS, on commençait à gérer l'écosystème RLCS. Et là, ça commence à grandir et je pense que la suivi derrière, c'est très important. L'impact des Lions, il est colossal. Hein. Vraiment, la salle, quand on rentrait dans la salle, quand les gens d'Epic, ils ont rentré dans la salle, ils ont vu tout de suite qu'il y a un vrai écosystème, il y a quelque chose à faire dans l'avenir. Et je pense que c'est pour ça que, par exemple, les équipes, quand ils m'ont dit écoute, l'année prochaine, pareil la défense, je disais, mais les gars, vous êtes malades ou quoi? La défense, c'est 25 000 places. Il n'y a pas de problème, on va aller vendre, on va le faire. Et je dis, OK, let's go. Et je pense que là, c'est la preuve. Donc 2026, et on a ce meilleur début d'année de scénario avec le trio. Mais l'important, ça, c'est pas que 2026. Hein, parce que tu peux pas construire un business model autour d'un an. Il faut que ça soit construit autour de 3-4 ans, etc. Mais si 2026 donne des bons résultats, ça va... Comme FX a dit, on est déjà en train de regarder les événements de 2027-2028. On est systématiquement approché par les différentes villes mondiales pour avoir les événements. On n'a pas suffisamment de stock pour remplir la demande. Tu imagines, c'est intéressant. Mais je pense que dans une certaine façon, là c'est big time. Hein. Fortnite, c'est hyper important. Ah oui, parce que là où avant, les collaborations commerciales avec les Disney, les mangas, etc., ou même les artistes, et j'ai l'impression que c'était là qu'ils mettaient beaucoup de et c'est toujours le cas hein, d'ailleurs, j'ai l'impression que l'e-sport reprend de la Je pense que ça commence à peser, ça commence à être un sujet en interne qui est important. Je crois énormément au jeu. Je crois que Fortnite, c'est quelque chose qui est colossal. On le sait tous. Rocket, pareil. Hein, c'est un jeu qui est très facile à regarder. En parlant de mainstream, en parlant de... le plus abordable. C'est l'un des plus faciles. Tout le monde a envie de l'avoir. On a parlé récemment dans la presse de IOC et ENC, etc. Donc, voilà. C'est des jeux où vraiment ça rend... un aspect familial, etc. Donc ça aide. Mais parce que c'est un jeu qui a un potentiel de ouf. Hein. C'est vrai que c'est alors, le nombre de joueurs fait que nous, côté l'âge moyen des joueurs, écosystème e-sport, ça a toujours été un peu une incompréhension ce positionnement d'Epic là ces dernières années. Hein. J'entends pas l'event qu'il y a eu à Lyon. Enfin, on l'a vécu la Coupe du Monde 2019. Moi j'y étais. J'ai des choses à raconter. À New York, c'était complètement dingue et on s'est dit waouh, ça pose le standard d'un truc de ouf derrière. Rien. Et c'était dingue, et en même temps, tu voyais les lacunes. Tu voyais que les gens qui géraient la Coupe du Monde à l'époque, c'était pas des gens qui faisaient de l'e-sport, c'était des gens de la branche marketing, justement. C'était des gens qui venaient du jeu, et tu sentais qu'il y avait la volonté d'en faire un grand festival plus qu'une compétition et un sport apparemment. Et c'est là où on revient à le point de tout à l'heure, c'est que là maintenant, chacun a sa place. Oui. Et que les détails, ils ont compris que finalement, Robbie, il est très fort en production, donc je vais pas le gérer en interne, et que autre part, moi, je vais gérer un autre truc. Donc maintenant, je pense que maintenant, les détails, ils ont compris que ça fait quelque chose, ça sert à quelque chose. Parce que je peux vous dire, la vérité, c'est que le terme Tournament Organizator, voilà. Pendant un moment, c'était pas un terme hyper positif parce qu'il y avait pas mal de TO qui ont fait faillite, etc. Bon, je préfère un autre terme, mais bon, c'est pas grave. Il y a un point sur Rocket League qui est quand même aussi intéressant, qui est pendant de longues années, ça a été difficile pour les clubs. Gentlemate, il y a même eu, je suppose, à un moment des doutes sur le fait de rester. Jusqu'à il y a très peu, hein, mine de rien. C'est parce qu'il y a des signaux positifs que vous continuez, que vous restez, ou c'est pas que ça, mais... Je pense que la discussion, elle existera, ou en tout cas, elle reviendra encore sur la table. Si on voit que les arguments que nous, on essaye d'avancer ne sont pas forcément assez entendus, quoi. Et je pense que c'est un travail qu'on
qu'on fait ensemble au quotidien avec Roby, avec les autres équipes aussi. Mais c'est vrai que moi, je suis étonné que si on se pose autour d'une table avec 3-4 gros clubs et qu'on dise, bah écoutez, si on ne peut pas avancer ensemble, demain, on ne pourra pas rester si les choses ne bougent pas, je serais étonné et surtout extrêmement déçu, notamment sur un jeu comme Rocket League, parce qu'on adore ce jeu. Il est beau à regarder. En France, c'est des émotions que tu as sur très peu de jeux, je trouve. Mais il y a une réalité business où aujourd'hui, sur Rocket League, ça coûte C'est une dinguerie. très cher Ouais. pour un revenu qui n'est pas encore assez important. Mais voilà, les choses avancent. Lyon nous a donné beaucoup d'espoir. Je pense que l'écosystème de coûts et sur notamment les rémunérations, etc., a tendance à baisser, sauf pour certains clubs qui ne font pas partie de l'écosystème français. Oui. Et peux voilà. les citer, hein, mais Non, moi, je vais le faire. Mais... Pas besoin de le citer. On a vu ce qui s'est passé avec Falcon. Ça peut être un exemple. Mais donc, ouais, j'espère de tout cœur que 2026 sera à la hauteur des attentes de tout le monde et pour qu'on continue à évoluer sur le jeu. Ouais. Mais parce qu'il y a un point qui est quand même assez intéressant, qui est la connexion aussi avec le jeu en soi. Sur Rocket League, il y a eu des plaintes aussi de la part des joueurs de dire le jeu est pas bon. Il y a plein de problèmes de connexion, même de temps d'attente pour jouer. Des DOS. Voilà, ce genre de choses. De ton côté, Roby, mais la question s'étend aussi d'ailleurs côté éditeur directement sur un autre jeu. Il y a on vous pas met la pression, mais on vous dit aussi, attendez, il faut qu'on voit que les chiffres du jeu remontent pour qu'on mette plus de moyens sur l'e-sport. Tu vois ce que je veux dire ? Certes, c'est quelque chose qu'on regarde ensemble. Si on prend l'exemple de Rainbow Six, avant qu'on a commencé à travailler ensemble, le peak viewership, c'était aux alentours de 300 000. Ouais. Et là, on a fait un pic à 500. Ouais, donc, c'est un KPI qui en suit. Hein. On a un certain nombre de KPI en interne en copro qu'on regarde ensemble. Ce n'est pas uniquement la monétisation qui est important ou les coûts. Hein. C'est le montant de joueurs, unique, etc. En fait, c'est surtout les perspectives que tu te donnes. Tu vois. Ouais. Vers où tu vas aller. Et puis, il faut pas... Ton jeu est exponentiel, mais il est pas, quand il a 10 ans, il n'a pas le même potentiel qu'un jeu qui sort. Mais c'est encore une fois, est-ce que tu maîtrises... Alors, tu maîtrises jamais l'état de ton jeu, c'est le cas de dire, mais en tout cas, est-ce que tu as les perspectives pour aller mieux, ou si tu vas bien, comment tu vas t'appuyer là-dessus ? J'aime toujours expliquer ça. On en avait parlé avec Roby quand on a commencé à bosser ensemble. Le parallèle, pour moi, un jeu live type Rainbow Six, Rocket League, tous ces jeux-là, c'est comme si tu prends une Ferrari qui roule et tu dois changer les éléments en même temps qu'elle roule. C'est différent d'une Ferrari que tu construis dans le garage, tu la montres, et puis c'est le jeu qui sort. Et puis regarde, là, elle est en route. Donc tu peux pas... Dès que tu changes un truc, des fois c'est la meilleure chose, des fois c'est pas la meilleure chose, mais elle est toujours en train d'avancer. Donc c'est quels sont tes points d'étape, comment avec notre partenaire on se donne des points d'étape, comment on se dit bon ok cette année il y a ça, mais on sait qu'il y a ça qui arrive. Ouais. La frustration étant que pour les gens c'est qu'ils ne le savent pas tout de suite, ou il y a des moments où quand tu dis et c'est un super point sur les décisions prises c'est souvent les pires décisions prises. C'est sûr. Et nous en tant qu'éditeur on en a fait par le passé, on se dit toujours mais attends, vaut mieux parfois ravaler son orgueil et son truc pendant 2-3 mois et d'entendre de la commu, ça, ok, attends, on n'est pas sourd, on voit bien tout ce qui se passe. Et comme tu dis, c'est autant le viewership que tes community sentiments que tu regardes tous les jours, que tes relations de tes clubs, que ce que les joueurs professionnels vont dire. Tu vois, nous, on a créé un poste à Montréal dans le studio de prod. Je me souviens, c'était il y a 3-4 ans. J'ai le producteur de Rainbow qui vient me voir et qui me dit j'en ai marre, c'était Pengu qui était le meilleur joueur du monde à l'époque de Rainbow, qui dit pourquoi il se plaint sur les réseaux sociaux. Pourquoi il vient ? Et parce qu'en fait, il n'avait pas une personne pour... Tu vois, et donc, on a créé un gros player relation. Donc, le mec est juste là, pas pour parler de on préfère un BO3 ou c'est quoi le pool de map, c'est quoi ton rapport au jeu ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et en fait, alors ça n'a pas apaisé, bien sûr, et c'est normal, c'est leur métier, à un moment, c'est leur passion. Donc, nous, Ubisoft, je ne vais pas aller sur les réseaux sociaux créés sur Ubisoft, mais un joueur de foot va dire ça ne va pas les règles, et à un moment où ça va trop loin, il faut le dire. Mais il faut aussi créer cette relation... derrière la porte ok, je t'explique comment va le jeu, je t'explique où il va, parce qu'à un moment, ce jeu, on le partage. Plus il y a de communication, de toute façon, plus ça aide. Hein. C'est une réalité qui... C'est ça, Tu peux pas les voir que comme des panneaux publicitaires. Quoi. Mais non, et c'est là où notre relation avec vous change beaucoup, parce que c'est... Quand tu regardes la croissance aussi au niveau national, enfin, au niveau géographique, hein, c'est important, parce que quand tu vois l'évolution des pays en Asie, en Inde, etc., ils ont quand même besoin d'infrastructures, ils ont quand même besoin de versions mobiles.
Donc nous, on pousse un fonds avec les éditeurs avec lesquels on travaille pour lancer des produits dans ces pays-là. On en a parlé même tout à l'heure avec Fix, un truc. C'est hyper important parce que c'est là où on va avoir l'avenir, un certain nombre de joueurs, etc. C'est pas uniquement dans les pays développés. Évidemment, on a besoin de protéger ces pays développés, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, il faut une question qui crante certainement sur une de tes questions futures, mais Non, vas-y. à quel point quand... Là, vous parliez du viewership du TI, non enfin, qui était passé de 300 à 500, quelque chose comme ça. À quel point quand le viewership augmente autant sur un event, vous le voyez derrière dans les chiffres des gens qui jouent au jeu? Parce que tu disais que c'était à retardement, mais comment ça... En fait, tu le vois, pour moi, c'est... la relation instantée, on n'est pas, tu vois, on a toujours eu, on est la génération France 98. Après France 98, plein de gens se sont mis à jouer au foot. Ouais. C'est vrai pour un sport où tu as une population totale qui a regardé un événement. Sur l'e-sport, tu vas le voir sur des signaux faibles de participation de tournoi. C'est plus que de l'activité du jeu, parce que tu es déjà sur des pays établis. Tu vois, quand on fait le Six Invitational au Brésil, où on bat notre corps, et voilà, c'est il y a le meilleur match de l'histoire, deux frères en finale, l'un en face de l'autre. Il y avait tout, quoi. Le match est démentiel, il y a un marque. Qui fait qu'en fait, et c'est là où il y a l'algo, il ne faut pas oublier que tu as ton organique, mais tu es aussi poussé par l'algo qui fait que tu grossis de plus en plus. Voilà, et bon, ça, on joue avec ces règles-là. Mais en fait, tu vas regarder sur le taux de participation dans le pays. Là, tu vois un impact après. Tu vois, on a eu plus de joueurs au Brésil après. Je me souviens historiquement, on avait fait une finale à Milan, une Pro League Final en 2018. On avait vu plus de joueurs participer au tournoi italien après. Sur ta fanbase, en fait, tu es déjà sur un jeu établi. Donc et comme la plupart des gens qui regardent sont les gens qui jouent, tu as des lapse players qu'on appelle qui reviennent, mais tu vas être plus sur... Tu as créé une bulle de positivité qui fait qu'après ça, souvent, la réception sur le contenu est vachement... T'as un appel d'air positif. Okay. Et c'est vrai que pour moi, revenir sur l'intérêt de l'e-sport pour un éditeur, faut aussi dire que c'est des moments de joie, tu vois, tu célèbres ton jeu, quoi. Tu célèbres les meilleurs joueurs de ton jeu. Alors ton jeu, il a une vie à ce moment-là qui est plus ou moins bien. Mais pendant ce moment-là, tu dis bravo, voilà les meilleurs joueurs de ce jeu-là, on va te les célébrer. Oui, c'est un moment de célébration. Et on voit aussi l'impact sur les annonceurs aussi. Ouais. Les brands, des sponsors, etc., qui sont associés, les montants des gens, les gens qui veulent acheter les droits, etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des grands réussites, des grands... C'est pour ça que le travail que toi tu fais, c'est très important, mais on ne le voit pas. On le fait, je dis ça pas pour juste... voilà, mais je dis que dans d'autres pays, ils ne font pas. Il n'y a pas autant de presse, il n'y a pas autant de médias. Non, ou alors ça va être sporadique, tu viens une fois, t'es un peu le mec bizarre, tiens, va nous présenter l'e-sport sur une matinale de télé. Ok, je le fais, mais... Tu vois beaucoup des gens des médias traditionnels qui viennent de la branche tech ou de la branche jeux vidéo et qui se retrouvent parfois un peu largués parce que ils ont l'habitude de noter le nouveau Zelda ou le nouveau Assassin's Creed et en fait ils se retrouvent à devoir aller poser des questions sur des choix stratégiques, sur des choses comme ça. Et ça prouve assez bien que... T'en penses quoi de la Télécom War? Ton job, il est important pour la crédibilisation du secteur. C'est juste essentiel. C'est juste, alors là, si vous voulez aller sur ce terrain-là, je le connais évidemment très bien, c'est juste qu'il y a encore une déconnexion selon moi, et je le vis tous les jours, dans la perception à l'intérieur des médias. Moi, je fais le travail, mais à l'intérieur des médias, il y a du mal à savoir avec quel type de format on doit aller chercher Et c'est pour ça qu'on revient sur cette idée de grand public et bien sûr que c'est les tournois d'e-sport qui permettent ça, parce que les jeux en soi, tu vas moins en parler si tu as moins cette récurrence, je suppose, parce que les mises à jour à l'intérieur du jeu, à part les médias spécialisés et encore... Moi, je me demande toujours, alors ça sort un peu du débat, mais est-ce que la destinée de l'e-sport, c'est de devenir mainstream, ou est-ce que c'est de devenir le skate ou le surf, tu vois, qui sont des industries, j'entends niche, mais qui vivent très bien. C'est-à-dire qu'il y a des vrais... Ça l'est déjà, League of Legends, c'est déjà un peu le cas pour moi. Pour la plupart des jeux, ça l'est. Enfin, ça fonctionne très bien. C'est pas la taille, c'est le principe d'être... Mais c'est marrant. Est-ce que c'est grave d'être bloqué? Ouais, en fait, c'est ce que tu veux dire. C'est super intéressant. C'est pas grave d'être niche. C'est pas grave d'être niche. On peut vivre très bien en étant une grosse niche. C'est plus sain aujourd'hui que d'être. Tu vois, la course à grossir à l'extrême. Tu fais le stade de LoL en Corée à 40 000, puis quoi, après, il faut 80. Tu sais, on l'a eu cette discussion avec Roby de les stades. Est-ce qu'il faut qu'ils soient toujours plus gros? En fait, tu te rends compte que
tu préfères peut-être faire plus petit, mais de faire cohérent avec ta communauté. Le Boston qu'on a fait ensemble. À c'était Boston, incroyable. on aurait pu mettre beaucoup plus de gens. On a dit, on va prendre le théâtre de Boston, on va faire tout un truc on va célébrer notre jeu dans un cadre spécifique. Et en fait, parce que tu dis aussi que c'est tous les millions de gens en ligne qui regardent et qui ne le voient pas, le stade qui est 40 000 places ou 20 000 places, bah, ils voient le même show. Ouais. C'est juste que tu te dis waouh sur le moment, puis au bout de 5 minutes, tu as oublié qu'il y en avait autant. Mais pour dire, j'adore ton parallèle avec le skate ou les X-Games. C'est une discussion qu'on a avec Roby et Live Nation, avec qui on a beaucoup bossé. Quand la première fois qu'ils rentrent dans l'e-sport, c'est à travers Rainbow. Et à Paris, en 2018, ils se disent, mais en fait, vous êtes plus un festival de hardcore fans type les X-Games que... c'est vrai. Et en fait, tu dis, mais en fait, aujourd'hui, ça redevient ces trucs un peu plus niches, mais qui sont cohérents, qui célèbrent, qui sont pas devant n'importe quoi. Non, avec sur un le gros moment. engagement derrière. En fait, Et il y a un gros, un et en fait, pour engagement finir, derrière. qui tu ressens plus au catch. Ce qu'on disait, qui a un taux d'engagement de panier moyen dépensé sur revient à la monnaie qui est beaucoup plus important parce que tu respectes cette communauté, t'essayes pas de leur ouvrir le truc à l'extrême. Ils n'aiment pas quand c'est mainstream. Et en fait, de toute façon, ça sera contre-productif. Mais il y a un côté contre-culture, en fait, dans l'e-sport. Moi, les vieux comme moi, tu vois, l'e-sport s'est construit un peu en contre-culture. Et je pense que ça restera, tu vois. On rattrape l'exemple de l'Overwatch League, mine de rien. C'est que cette espèce d'idée d'être trop gros, trop vite, sans comprendre... Ou casser la barrière du jeu trop vite. En fait, tu oublies que tu as un jeu vidéo. Moi, c'est la première finale de l'Overwatch League, il y a une présentation avec des journalistes mainstream pour le coup, parce que la connexion avec on parlait tout à l'heure des grands investisseurs américains, et donc il y a des journalistes de grands médias américains qui sont là, et où la présentation, c'est de dire... nous, on a l'impression qu'on vient de créer la nouvelle NFL, quoi, alors que le jeu est sorti un an avant. Mais tu voyais, avec Moi, j'aurais tendance KG, à dire, tout était fait autour d'un show et le match n'était même pas le but final. C'était. Moi, je J'aurais pense que tendance de à mettre revenir toute sur cette le sujet bulle de niche, spéculative. ça fait énormément de sens. Ouais. Pourquoi? Parce que le TAM sur certains secteurs, c'est déjà des milliards. Et en fait, derrière, les fans, ils sont capables de dépenser beaucoup d'argent parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont une vraie affiliation avec ce jeu. Je pense qu'on devrait partir dans ce sens-là plutôt que de mainstream. Mais est-ce que les éditeurs, et je te pose la question à toi, mais en vrai, elle se poserait à tout le monde, voient la chose de la même manière parce qu'il y a aussi cette idée d'aller capter de nouveaux publics, de nouvelles audiences, de nouveaux utilisateurs finalement. Alors, en fait, à ce moment-là, tu as deux. C'est pas deux stratégies, mais tu as deux choses à gérer en parallèle. C'est le renouvellement de ton audience. Ouais. Donc, tu fais de l'acquisition naturelle de nouveaux joueurs. Et c'est, OK, est-ce que cette nouvelle audience-là remplace ou s'additionne? Tu as envie que ça s'additionne toujours, mais tu as aussi des gens qui parlent de ton jeu, et c'est normal, on est tous des joueurs, tu ne joues pas au même jeu tout le temps. Et aussi, les marchés qui, en fonction de toi, d'un business model, tu vois, nous, sur Rainbow, on est passé, il y a Free Entrance, donc tu peux jouer gratuitement. On voit des marchés qui émergent beaucoup plus parce qu'ils ne jouent qu'à ce type de jeu-là. C'est comment tu vas te renforcer dans ces pays. Donc ça peut être autrement. Le challenge qu'on a sur ce qu'on appelle le monde occidental, comment on dit ça, c'est comment tu te renouvelles. Et ça, et l'e-sport est un moyen de ça. Ce n'est pas le seul, mais tu vois que par des clubs avec des influenceurs, par le fait que tu remettes des compétitions, tu vois, c'est un peu le retour de la DreamHack à tout va, ou des Gamer Assembly. Tu te rends compte que nous, typiquement, ce que j'ai demandé à mes équipes les années qui viennent, c'est de soutenir tous ces... On les avait tous délaissés, tout éditeur confondu. Hein. On était loin de ça. Non, c'est moins professionnel, on les laisse... Non, en fait, ils ont besoin qu'on les pousse dans les réseaux sociaux, qu'on soit là, qu'on vienne les remercier, parce que j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas ces compétitions-là, ton champion du monde. Et malheureusement, je prends un de mes collaborateurs qui est, et même compétiteur, mais qui est Blizzard, c'est qu'ils ont oublié à un moment que si tu ne créais pas ta génération d'après, bah, ton Overwatch League, tu n'as plus de joueurs. Quoi. Donc, Mais ça fait partie de tout ce qu'on se parlait tout à l'heure aussi, je pense, les investissements massifs, les levées de fonds, l'Overwatch League, les Worlds de Fortnite, ça fait partie d'un moment où l'e-sport a, je pense, été surestimé et où la bulle a explosé. Et donc là, on commence, ça fait 2-3 ans, mais ça commence réellement, je trouve, à revenir à une logique plus rationnelle. On est plus dans le rationnel. Quand tu parles avec des investisseurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à avoir un bon marge, d'EBITDA, un boîte qui est rentable. Le nerf de la guerre. Mais pas forcément que tu passes au BBC ou sur France Télévisions ou quoi. Mais c'est vrai aussi d'ailleurs pour les éditeurs eux-mêmes, d'ailleurs, mine de rien, parce que vous êtes quand même genre,
devait gagner de l'argent, mine de rien, Bien sûr. en fin de compte. Et Tu vois, c'est là où on est l'e-sport, moins sur une là-dedans, business unit à part entière qu'un investissement marketing, certes hyper conséquent, Ouais. mais qui est mis en perspective de ce que le jeu va générer, de l'attention qu'il va générer, et une partie que tu ne peux pas corréler à, tu vois, 1 euro égale 1 euro 0,5 si tu veux te faire un peu de marge. Parce qu'en fait, tu as aussi tout le soft power que ça va donner au jeu et à Ouais. Ubisoft en tant qu'entreprise. Et tu vois, tu as tout ça à prendre en compte. Donc, le coût du sport, et c'est un business unit, et c'est un business à part entière, on a vu la limite de ça. Et Ouais. en fait, je pense qu'on Je est suis d'accord tous... je pense que tous les éditeurs Tout le monde sont est à revenus. perte, en fait. Je pense même que Riot en est revenu. Dans l'e-sport, tout le monde est à perte, finalement, mine de rien. Tout le monde est à perte, on ne sait pas. Quand tu vois certains chiffres, alors c'est pas la même chose pour tout le monde, et je sais pas pour Ubisoft comment c'est, mais de Riot notamment sur les bundles liés à l'e-sport, c'est quand même assez délirant. Enfin, Si tu le remets en proportion de League of Legends des coûts, je pense que... Sur Valorant, Non, en t'as fait, l'impression moi, que je l'e-sport pense que- Valorant... Après, l'e-sport, pas sur le jeu, oui, bien je sais sûr, pas je si sais ça pas. se trouve, j'en sais rien. Ouais. Je suis pas assez. Bah, Je pense que la vocation de l'e-sport de n'importe quel jeu, sauf peut-être Valve, c'est encore un petit Ça, peu ouais, différent, ça peut-être Valve, ouais. c'est d'être à perte, c'est d'être un budget marketing. Ouais. Tu vois, c'est on en de- revient à cette... Et c'est C'est-à-dire, comment, alors, tu l'équilibres. évidemment, il y a un Ouais, curseur. ouais, bien sûr. Être à perte, ça ne veut pas dire de toute façon, je prends plus de partenaires, je fais les events 3 fois oui. trop grands. Tu vois, c'est pas ça. Mais en tout cas, d'être à perte, j'entends à l'échelle de la BU, quoi. Ouais. Et d'être un budget marketing, en tout cas, de promotion du jeu, de raconter des belles histoires, d'allonger la durée de vie, de vendre plus de skins. Parce que enfin, je veux dire, à l'échelle de Riot, l'e-sport, c'est où on prend à l'échelle. Prenons même l'exemple de Fortnite. Même si l'e-sport grossit beaucoup, à l'échelle de Fortnite, je veux dire, je pense que 1%. rien que les skins Simpson, c'est 4 ans d'e-sport Fortnite, quoi. Donc, Mais bien sûr, tout à fait. c'est délirant. Un concert de Travis Scott dans Fortnite a plus d'impact médiatique qu'une année entière d'e-sport Fortnite. Donc, Et financé. oui. Mais tu vois, c'est un outil sûr. marketing qui s'autofinance en partie. Ouais. Et c'est ça C'est qui vrai. est la force de l'e-sport par rapport au marketing, on va dire, classique d'un jeu. Et d'où parfois le questionnement, je pense, des clubs sur pourquoi est-ce qu'on ne va pas un peu plus loin. C'est que là, on sent qu'il y a quand même des terrains sur lesquels on peut aller, sur lesquels ça fonctionne. Il y a un modèle qui le prouve, donc on peut encore pousser plus et que ça revienne un petit peu plus au club aussi. Parce qu'on a Je suis en train de penser à un autre truc que tu as dit, qui est vachement intéressant, c'est que, effectivement, tu vois, pour en revenir à la thématique Vas-y. quelle est la place de l'e-sport pour les éditeurs, en fait, je pense que tout le monde est en train de recalibrer l'e-sport. Je prends l'exemple de Riot, puisqu'on les critique beaucoup, enfin, je les critique beaucoup, donc, qui est en train de recalibrer un petit peu son e-sport, de se dire, OK, ce qu'on a fait, ça a besoin d'être réajusté. Et à côté de ça, ils se sont dit aussi, et ça c'est smart, il n'y a pas que l'e-sport dans la vie. Tu vois. Aujourd'hui, tu as Rift Bond, tu as Arcane sur Netflix. Tu vois. Ce qui est un peu la strate. Ils ont fait l'inverse de Fortnite, tu vois, Ouais, qui ouais. eux ont fait Star Wars, Marvel et tout, puis qui sont en train Ils de sont se revenus dire à l'e-sport. oh, finalement, l'e-sport, c'est pas mal aussi, j'adresse une commu, ça me coûte pas si cher que ça. Et Riot est en train de faire un petit peu l'inverse, tu vois, de créer, après, il y aura le MMO, le machin, le truc. Donc, l'e-sport, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga pour Bien tous sûr. les éditeurs. Quoi, tu vois. Je sais pas si vous avez d'autres produits associés à Rainbow en plus de Les l'e-sport. collabs, si, les licenses, tu vois, on en a fait une avec Halo qui a super bien marché. Comme tu dis, c'est un des aspects. Et encore une fois, c'est comme plus tu es un jeu qui a duré et plus tu es gros, plus tu as des audiences qui ont des envies différentes. Et en fait, il faut adresser. Et c'est normal que les fans d'e-sport de Rainbow ne voient que par le prisme de ce qu'on leur livre en e-sport et comprennent pas que, en fait, du point de vue de l'éditeur, quand moi je me pose avec le producteur du jeu, le creative director, le marketing, le transmédia, on a tous des besoins différents autour du même. Parce que le jeu, il n'y a pas 5 jeux différents, c'est le même. Donc, parfois, ouais, c'est dur à créer. Et puis, tu as des tendances, c'est-à-dire que c'est plus ou moins, OK, il y a des moments de l'année où c'est plus ça qui va être mis en avant, et puis tu l'acceptes. Et puis, c'est. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques années encore, et même, j'ai envie de dire 1 ou 2 ans, on voyait Riot Games comme, presque comme tu disais, un peu surpuissant, tout puissant dans l'e-sport, et on en revient un petit peu de ce truc-là. Il y a Oh, ils beaucoup sont plus quand de... même. Alors,
Je pense, là, tu vois, Presque en ce moment, c'est les intouchable. Worlds. C'était Ce qui va l'exemple. se passer le week-end prochain, c'est complètement Clairement. dingue. tu Mais il y a vois, beaucoup donc, plus de critiques, que ce soit sur Valorant. Ouais. Et on ne parle pas que dans la structure compétitive, mais, structure de ligue, mais aussi dans la structure compétitive, dans les choix qui sont faits de à quoi ressemble ta compète, les formats qui ont été utilisés l'année dernière, ou le nombre de matchs que joue Gentlemen dans l'année. On voit de plus en plus oui, je suis désolé, de critiques qui ressortent. Et à la question, fois, c'est il que- s'adapte aussi beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que Mais il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de coups à droite à gauche, mais à chaque fois qu'il y a des coups, ils essayent toujours de remettre en question ce qu'ils font et de s'améliorer. Et c'est ça aussi qui est quand même cool avec eux notamment. Ouais. C'est qu'on avance pas à la vitesse à laquelle nous les clubs on voudrait avancer, mais on avance. Je le connecte à autre chose, à Valve par exemple, où il y a quelques années, on les citait quand même beaucoup en presque vilain petit canard d'une certaine manière, parce que leur connexion avec l'e-sport était très distante et on avait l'impression qu'ils en avaient un peu rien à faire, alors qu'on se rend compte au fur et à mesure des années que pas du tout, et qu'ils ont tenu leur cap. Et alors, ils sont critiquables sur certaines choses. Je regretterai à tout jamais les six-man rosters chez Vitality et que Valve décide de dire non. Qui sont connectés au jeu, mine de rien, parce que le jeu joue à 5 et qui vient en fait montrer un exemple de... En fait, ça reste un jeu vidéo et une gouvernance totale, mais on se rapproche un peu plus de peut-être que ce que fait Valve, et en travaillant avec vous notamment. Ce qui est sûr, c'est que dans l'e-sport, pour observer ça depuis assez longtemps, t'es jamais too big to fall. On le sait. Jamais, que tu sois un club, un TO, un éditeur. Je veux dire, il y a, pour ceux qui s'en souviennent, il y a 15 ans de ça, la situation de Blizzard, c'était colossal, Blizzard. StarCraft, Warcraft 3, tu avais de l'e-sport sur World of Warcraft, tout le monde voyait l'Overwatch arriver, c'était assez fou. Aujourd'hui, voilà, l'enchaînement de mauvaises décisions, c'est ce que tu disais, la fameuse voiture qui roule. Et puis là, ils ont enlevé 3 roues, ajouté une aile, c'est n'importe quoi. Ils ont pris un mur, aujourd'hui, ils ont été rachetés par Microsoft. On va voir ce que ça va donner Blizzard aussi dans les années à venir. Je pense qu'ils sous l'égide de Microsoft. rattrapent bien. Ils sont en train de bien se rattraper quand même. C'est pas mal là ce qu'ils font sur Overwatch. C'est petit, mais c'est pas plus mal. Tu vois, c'est grassroots un peu. Oui, ils reviennent un peu aux origines, mine de rien, parce que les origines, c'est ça. Et d'ailleurs, l'une des premières compétitions qui a très bien marché avec eux, c'était la compétition par nation, qu'ils ont décidé de supprimer, et qui est encore une erreur qu'ils doivent regretter. Il y a cette impression, on approche de la fin de l'heure et demie de discussion. On en a déjà un petit peu parlé ça et là pendant cette heure et demie, mais il y a cette impression quand même globalement de comment dire. Il y a moins cette toute-puissance, elle est toujours là dans les choix, etc. Mais il y a beaucoup plus d'échanges, il y a beaucoup plus... On parlait du rapport de force, je remets ça sur la table. Il y a beaucoup plus cet équilibre qui se crée pour avancer tous dans le même sens, c'est-à-dire que l'e-sport... Dans la discussion, Bon, moi, je le ressens. Mais bon, après, on est systématiquement en communication avec eux, en collaboration avec eux, on travaille main dans la main sur beaucoup de différents jeux maintenant. Donc on a la chance. Après, la question, c'est est-ce que les équipes, ils en ont assez? Est-ce qu'ils ont assez de temps? Je pense que la communauté, est-ce qu'ils ont leur réponse? Au-delà de tout, c'est que la communication, elle est meilleure. Il y a plus de discussions, on essaye un peu plus d'avancer ensemble, mais restera toujours, en tout cas tant que l'équation ne sera pas résolue. On est un peu un bridge entre les deux. Donc on en a comme un bridge et ça marche bien. Bien parce sûr. que souvent, il y a beaucoup de questions, beaucoup de problèmes qui sont remontés par la communauté, par les équipes, etc. Et on acte comme un bridge et ça marche bien. Mais c'est difficile d'adresser la totale de la communauté. Bien parce sûr. que si tu passes tout ton temps à regarder ce que les gens ils disent autour de vous sur les tweets et sur les sociaux, etc., tu t'en sors pas. Donc, C'est une discipline qui est encore très jeune, en fait, mine de rien. Il y a aussi ça, il y a ce truc-là. Le vrai J'ai l'impression que e-sport cette pro, c'est espèce jeune. d'apprentissage permanent, et on compare beaucoup au sport, parce que le sport est établi depuis longtemps, et en fin de compte, le foot a plus oui, a sans plus son de temps. ouais. Et la plupart des sports qui se créent, si on pense récemment au paddle, par exemple, s'inspirent énormément de ce qui se passe, alors que l'e-sport... J'ai l'impression qu'il y a encore un peu cette déconnexion. Alors, il y a des choses qui prennent, mais veut garder un peu son indépendance par rapport à ça. Et structurellement, le paddle, c'est allé beaucoup plus vite parce que c'est facile de copier le modèle du sport, de créer une fédération, de créer des licenciés, On ne peut pas faire, etc. Combien d'années encore on va attendre une fédération Bah ouais, d'e-sport alors que nous, dans l'e-sport... Pour les JO, Drijo, pour les dans JO de l'e-sport, l'e-sport. on est très Pour loin. les JO, pour les paris sportifs, pour plein de choses, tu vois. La Le Fédé, FEP est là pour ça. Oui. Mais là, je pense que l'UFCEP, pour moi, c'est comme... comment il s'appelle
rappelle. Qui est l'union des clubs, hein, pour le. Ouais, ouais. pour le- Oui, l'union des Pour clubs, préciser. ouais, tout à fait. Mais C'est l'objectif, en tout cas, Ouais, d'essayer d'apporter un peu plus de nuances dans les conversations. Messieurs, on approche de la fin donc, de cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Ça a été. Mon fil a explosé, évidemment, mais bon, j'ai l'habitude, on est parti dans tous les sens. Rien Ouais. d'étonnant. Mais j'ai trouvé ça vraiment passionnant de vous avoir. On aurait pu, je pense, continuer un long moment si on décidait de se focaliser sur certains points. Il y a des choses qu'on n'a malheureusement pas pu évoquer ce soir et qu'on évoquera un peu plus tard. Avant de vous laisser partir, partons un petit tour de table des actualités. Drijoka, en ce moment chez Job Life. chez Job Life, on prépare 2026. Quoi. Je pense qu'il va répondre la même chose. Donc c'est Mercato, les renouvellements sponsors évidemment. nouveaux jeux, peut-être. Nouveaux jeux, je crois pas. Et puis si c'était le cas, je te le dirais pas. Oui, mais Donc justement, voilà. je te prends par C'était- surprise. Exactement. Non, c'est pas prévu. Marceau, bon, la saison a déjà commencé sur Rocket League notamment. C'est de la saison. Ouais, la saison a déjà commencé, à la fois c'est très bien terminé pour nous, avec Fortnite, avec Warzone aussi, qui a fait une super performance. Donc là, on prépare, on commence 2026 et on prépare 2026. On a la keynote qui arrive prochainement et plein de superbes choses. Voilà, j'ai très hâte, mais je peux pas en dire trop ce soir. Je ne m'attendais pas à avoir des exclusivités. François-Xavier, il y a un major qui arrive et évidemment. Nous, Major cette semaine. à Munich qui démarre samedi, donc avec Blast qu'on produit, donc super, une belle salle à Munich, c'est une très belle compète. Et puis dans 3 mois, le Six Invitational à Paris, donc à la Didas Arena. Donc écoute, ça va être un grand moment de célébration, 10 ans de Rainbow, 10 ans d'e-sport. En France. Donc ça va être en France, donc ça va être si on est parvenu depuis 2018. Non, c'est voilà, je peux rien dire, mais le show va être incroyable et des très belles annonces pendant le show. Roby, On est en plein préparation de 2026. il se passe des choses en France en 2026. Il se passe des choses en France en 2026. On a déjà annoncé quelques trucs et on verra s'il y a encore d'autres choses qui vont être... Pas pour l'instant, rien à Rien à annoncer aujourd'hui, mais bon, là, je pense que déjà le calendrier est assez serré sur 2026 sur différents jeux, donc on verra. Mais ça promet bien. Merci à vous, à nouveau, d'avoir été là ce soir pour cette émission. On remercie également le CIC, qui est partenaire de l'équipe e-sport, Gozulting à la production, Corentin Parbeau qui m'a aidé sur le plan éditorial. Et pour finir, on vous laisse avec une bande-annonce, une vidéo sur YouTube qui est disponible depuis quelques jours et qui est liée au sujet du jour. Pourquoi Fortnite n'est pas devenu l'e-sport qu'il aurait dû être. Voilà comment on a abordé ce sujet. C'est une vingtaine de minutes sur comment l'e-sport Fortnite s'est fondé, à évoluer pour en arriver à cette année et reprendre un peu l'ascendant. C'est super. C'est disponible sur YouTube. Voilà, merci beaucoup. Allez-y, allez voir ça, c'est déjà disponible. Le replay de cette émission est déjà disponible sur Twitch si vous avez raté le début, et il sera disponible également sur YouTube très très rapidement. Je vous laisse avec cette bande-annonce et on vous dit à très très bientôt pour une nouvelle émission de l'équipe e-sport. Salut. On est en juillet 2019 à New York. Plus exactement à Flushing Meadows, où se joue l'US Open de tennis chaque année. Mais là, devant des millions de spectateurs et au terme d'une journée parfaite, Bugha, un gamin de 16 ans, devient le premier champion du monde de Fortnite en solo. Il empoche 3 millions de dollars. La performance le propulse directement au statut de star et on a l'impression qu'il ouvre une voie royale pour l'e-sport sur un jeu dont tout le monde parle à l'époque. Saut dans le temps, septembre 2025 à Lyon, Gentlemates, le club de Squeezie, Gotaga et Brooks, est sacré champion du monde à son tour, devant son public. Ces images, elles ont réveillé pas mal de monde. Oui, l'e-sport sur Fortnite est bien vivant. Et franchement, 1 an plus tôt, quand la 3e édition de la Coupe du Monde se jouait devant des tribunes vides, ça ne paraissait pas évident. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi est-on surpris de la popularité de l'e-sport Fortnite en 2025, alors que 6 ans auparavant, on lui promettait un avenir radieux? Pourquoi l'e-sport Fortnite n'est pas devenu celui qu'il aurait dû être? L'éditeur du jeu, Epic Games, a enchaîné les choix allant à l'encontre de la structuration de la discipline, privilégiant une autre approche. L'e-sport professionnel, c'est pas leur truc. Contrairement à Riot Games, par exemple, qui mise à chaque fois dessus pour générer de l'intérêt pour ses jeux, de League of Legends à 2XKO très récemment, en passant par Valorant. Et ça marche plutôt très bien.
Mais est-ce que c'est un problème pour Fortnite de ne pas ressembler aux autres e-sports à ce moment-là? Bah non, pas vraiment. Parce que la partie jeu, elle continue de cartonner. Elle grossit même. Fortnite va multiplier les collabs avec tout le monde pour vendre des skins. Il y a Disney, Star Wars, Naruto, on a des concerts dans le jeu. C'est un métaverse en fait, Fortnite. C'est plus qu'un simple jeu. Et Fortnite n'est tout simplement pas devenu l'e-sport qu'il aurait dû être.